all the civilian deaths that are there, and we regret each one of them, are the responsibility of the Hamas. اتفقنا في أمور واختلفنا في أمور. This violence must stop. I can tell you that we have, in the last 24 hours, made some progress in moving towards that goal. Bonjour et merci de nous rejoindre sur i24 News, édition spéciale aujourd'hui encore consacrée à la situation dans la bande de Gaza, 20e jour de l'opération Bordure protectrice, 10e jour de l'incursion terrestre. On va largement en reparler avec notre panel de spécialistes ce matin. Avec moi sur ce plateau pour l'heure, Avi Pazner. Bonjour, merci d'être avec nous. Ali Waked, spécialiste du monde arabe. Merci de votre présence également. Un rapide rappel des principaux titres de cette matinée. 24 heures supplémentaires donc d'un cessez-le-feu unilatéral, une trêve humanitaire que le Hamas a officiellement rejetée tant que tous les soldats israéliens ne se retiraient pas de l'enclave palestinienne. Dans la bande de Gaza, on parle à présent de plus d'1 millier de morts et quelques 6000 autres blessés. Bilan de ces 20 jours de l'opération dans la bande de Gaza côté israélien, 43 officiers et soldats sont morts au cours des combats. Plus de 130 autres sont soignés dans différents hôpitaux à travers le pays. 3 civils également victimes des tirs de roquettes. Et depuis ce matin, malgré la trêve, plusieurs roquettes se sont abattues sur le sud ainsi que dans le centre du pays. Côté diplomatique, depuis Paris, Laurent Fabius a appelé à prolonger le cessez-le-feu humanitaire, un appel lancé par plusieurs ministres des Affaires étrangères de pays européens. Le secrétaire d'État américain John Kerry et les chefs de la diplomatie du Qatar et de la Turquie réunis en France pour évoquer la situation dans la bande de Gaza. À Paris, toujours hier, une manifestation pro-palestinienne a réuni 5000 personnes en dépit de l'interdiction de se réunir faite par le Conseil d'État. Une croix gammée a été dessinée sur la statue qui trône au centre de la place de la République. Et puis hier en Israël, plus de 5000 sympathisants d'extrême gauche sont descendus dans les rues de Tel Aviv pour réclamer l'arrêt des combats dans la bande de Gaza. Des sympathisants de droite se sont également réunis. Les 2 manifestations qui ont été dispersées dans un calme relatif. Voilà donc pour l'essentiel des informations de la matinée et de la nuit. On va tout de suite partir à la frontière avec la bande de Gaza. On le rejoint notre envoyé spécial sur place, Mathias Inba. Mathias, bonjour. Alors, 24 premières heures d'un cessez-le-feu qu'on dit unilatéral. Quelle est l'atmosphère sur place ? Eh bien, Nathalie, l'atmosphère est telle qu'à l'instant, on vient de recevoir un communiqué officiel de l'armée israélienne. L'armée israélienne reprend officiellement ses activités dans la bande de Gaza, ses activités militaires de défense et d'attaque également. On parle de contre-offensive. Et à l'instant, eh bien, il y a 15 secondes avant de prendre l'antenne, nous avons entendu des tirs d'artillerie plutôt massifs en direction du nord de la bande de Gaza parce que ce matin, la plupart des roquettes ont été tirées depuis le quartier de Sajaya, l'épicentre des combats entre l'armée israélienne et les positions du Hamas. Quelques heures plus tôt, eh bien, un 43e soldat, vous l'avez dit, est tombé à la suite d'un tir de but de mortier directement sur sa position. Il se trouvait en bordure de la bande de Gaza et non à l'intérieur. Mathias, on va refaire le point sur l'activité en ce moment même de Tsahal à l'intérieur de la bande de Gaza. Tsahal qui continue à démanteler et à démolir des tunnels d'infiltration, des tunnels terroristes. Oui, c'est assez paradoxal, Nathalie. Selon les données statistiques données par l'état-major israélien, il y a eu 4 tunnels découverts ces dernières 24 heures. Et c'est ça qui est assez paradoxal, puisqu'il y en a plus que lorsqu'il y avait une opération concrète à l'intérieur de la bande de Gaza. Pourquoi ? Eh bien, l'état-major israélien explique qu'il y a moins de tirs, moins d'opposition directe entre les positions du Hamas et l'armée israélienne. Donc, plus de temps aux soldats israéliens pour découvrir des tunnels de contrebande et des tunnels que l'on qualifie d'actifs, d'offensifs, à savoir utilisés par le Hamas pour tenter de s'infiltrer en territoire
israélien. En attendant, effectivement, eh bien, l'armée israélienne opère à l'intérieur pour découvrir des tunnels et on l'entend très distinctement derrière moi en tout cas. Là, actuellement, de nouveau, l'armée israélienne qui pilonne des positions au nord de la bande de Gaza. Voilà, vous le disiez donc Mathias, la trêve qui est donc brisée à présent côté israélien également en réponse à ces tirs de roquettes depuis le début de la matinée. Merci Mathias, on reviendra vers vous donc dans le cours de cette édition. On va tout de suite à présent prendre la direction de la ville de Be'er-Sheva qui a également été touchée ce matin par des roquettes depuis la bande de Gaza. L'hôpital de Soroka où l'on rejoint Johanna Sitruk. Johanna, quel est le bilan ce matin ? Alors oui, c'est dans cet hôpital de Be'er-Sheva, de Soroka, que sont décédés hier deux soldats qui ont succombé à leurs blessures. Et puis c'est également ici qu'un soldat est décédé cette nuit. Il a été victime en fait d'un obus de mortier tiré depuis la bande de Gaza. Alors tout de même, selon, il y a donc dans l'hôpital aussi 38 soldats blessés qui sont actuellement pris en charge. Mais selon le personnel médical, c'est moins que les jours précédents, c'est moins qu'au début de l'opération terrestre et c'est probablement grâce à cette journée d'hier, grâce à cette journée de cessez-le-feu humanitaire qui a commencé à 8h le matin et qui s'est terminée à 20h le soir. En revanche, ce qui ne faiblit pas, ce sont ces personnes, ces inconnus qui ne font pas partie de la famille des soldats, qui ne sont même pas leurs ennemis, mais qui viennent leur apporter leur soutien, qui viennent leur apporter des petits cadeaux, des boissons, de la nourriture, juste pour les soutenir, être derrière eux. Merci Johanna. Et on fait part aussi de ces petits concerts privés, ces chanteurs, ces musiciens israéliens qui viennent tenter de redonner un peu de morale aux soldats blessés, notamment à l'hôpital Soroka de Be'er-Sheva. Avi Pazner, je me tourne vers vous. À présent, vous êtes ancien diplomate en France, notamment. Une réaction à cette trêve qui vient donc d'être brisée à présent par Tzahal. Bon, c'est une trêve que nous avions... Excusez-moi. Une trêve que nous avions acceptée hier soir à minuit et que nous avons respectée jusqu'à maintenant, 10h du matin, heure Israël, malgré le fait que le Hamas avait immédiatement annoncé qu'il n'acceptait pas cette trêve, qu'il y a eu des bombardements cette nuit à Gaza et même, j'ai entendu malheureusement qu'un soldat est tombé cette nuit suite à un bombardement de mortier. Ce matin, les bombardements du Hamas ont commencé déjà à 8h du matin, ont continué jusqu'à maintenant. Bon, on ne peut pas rester là assis à subir des tirs de roquettes et de missiles. Donc, l'armée israélienne a repris l'offensive et il me semble qu'il y aura une offensive sérieuse de la part de l'armée israélienne. Autrement dit, la perspective, selon vous, d'un cessez-le-feu, elle s'éloigne jour après jour et au vu des derniers développements ? À mon avis, oui. S'il y avait quelques espoirs, mettons vendredi, d'un cessez-le-feu pour 7 jours, l'affaire a été mal conçue et mal négociée, ok ? Et on a vu une série d'erreurs humaines, on n'a pas fait par exprès. Et là, on a passé au travers d'une possibilité d'avoir un cessez-le-feu au début pour 7 jours, dans lesquels on aurait pu parler de la suite. Alors, on n'a pas eu ça. Comme je dis, série d'erreurs. Je crois que peut-être la pire des erreurs, c'était hier le rassemblement à Paris des ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Turquie et du Qatar. Du Qatar aussi. Et où sont les partis intéressés? Où est Israël? Où est l'autorité palestinienne? Où est l'Égypte? Et le Hamas, Ali, il est où dans cette histoire? Bon, Nathalie, il s'acharne à ne pas respecter cette trêve. Il s'acharne bien sûr parce que le bilan au sein de la population, au sein des infrastructures à la bande de Gaza, paradoxalement, peut-être un peu à la logique, ne permet pas le Hamas d'accepter un cessez-le-feu humanitaire qui ne comprend pas l'arrêt
totale des opérations militaires israéliennes. Parce que selon le Hamas, le fait qu'il n'y a pas de feu ne signifie pas que l'armée israélienne a arrêté ses opérations sous-terrestres, ses opérations contre les tunnels. Et ça, ce que demande le Hamas, plus le retrait des troupes et des forces israéliennes présentes sur la bande de Gaza. Donc pour le Hamas, c'est une trêve qui permet au côté israélien de continuer une bonne partie de son activité militaire, surtout contre les tunnels. Et toutes ces trêves ne mentionnent pas peut-être l'espoir ou l'idée d'une levée de du blocus contre la bande de Gaza, le siège contre la bande de Gaza. Et ça, c'est le prix que le Hamas exige d'Israël et de la communauté internationale. Sans mentionner la levée du blocus, le Hamas sort très mal dans les yeux de la population palestinienne. On est rentré dans ce round. Le Hamas a promis à la population palestinienne que ce round a pour but de déboucher sur une levée du blocus. Maintenant, personne ne parle d'une levée du blocus. Et si on parle d'une levée éventuelle du blocus, on parle à faire ça face à l'autorité palestinienne et face à l'Égypte. Donc même en ce qui concerne le crédit sur la levée du blocus, le Hamas craint qu'il ne soit pas lui qui va récolter ce crédit de la levée du blocus, et ça va être considéré pour Abbas et pour Abou Mazen, pour l'autorité palestinienne. Le Hamas, il est ici dans une bataille sur son existence politique, sur son raison d'être politique, et c'est pour cela qu'il a refusé cette trêve. Il pense que ce cessez-le-feu humanitaire donne à Israël encore l'avantage de continuer à travailler contre les infrastructures du Hamas sans pour autant mettre Israël et les Israéliens sous menace des missiles. Allez, si je peux me permettre une petite remarque. Quand vous dites que le Hamas ne veut pas de trêve humanitaire, je parle humanitaire, mon cœur se serre, ok, pour les populations civiles de Gaza, ok, parce que là, clairement, le Hamas a pris en otage une population entière, la sacrifie ou les sacrifie pour ses buts politiques, comme vous l'avez bien expliqué, ils ne peuvent pas se permettre pour leurs buts politiques sans ça et sans ça et sans ça. Donc, ils mettent en avant leur population civile qui se fait tuer malheureusement. Les combattants du Hamas, eux, ils se cachent dans les tunnels, ils se cachent sous terre, ils mettent en avant leur population civile, n'acceptent pas la trêve humanitaire. Israël n'a pas besoin d'une trêve humanitaire. La trêve humanitaire, elle était pour la population civile de Gaza. Et on rappelle ce bilan, plus d'1 millier de morts dans la bande de Gaza et 6 000 autres blessés. Je vous propose à présent de poser une question à Christian Mallard. Vous qui êtes en France, Christian, vous êtes consultant pour i24 News. Vous l'avez entendu, cette réunion entre Laurent Fabius et les ministres des Affaires étrangères italiens, britanniques, le Qatar, la Turquie qui ont également participé. Avi Pazner qui disait il y a quelques instants, elle s'est complètement déconnectée de la réalité. Vous corroborez ? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Avi Pazner, c'est-à-dire où étaient les principaux intéressés ? Israël, les Palestiniens et puis l'Égypte, bien entendu. Quand vous avez le Qatar, qui est quand même le bailleur de fonds du Hamas, qui soutient, en plus dont on connaît la politique de soutien aux islamistes, aux salafistes, aux frères musulmans, comment voulez-vous avoir affaire à des interlocuteurs crédibles ? Même chose pour la Turquie. M. Erdogan est devenu un ennemi d'Israël alors que la Turquie, dans le passé, avait d'excellentes relations avec Israël. Et M. Erdogan soutient aujourd'hui le Hamas. Donc, si on est avec des interlocuteurs qui n'exerceront pas la moindre pression, qui ne veulent surtout pas la disparition, le démantèlement ou l'affaiblissement du Hamas, on va dans le mur. Donc, si vous voulez, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être une solution. Il faudrait peut-être, je rêve peut-être, que Israël et l'Égypte, ils ont aujourd'hui le moyen de prendre en tenaille le Hamas de chaque côté de la bande de Gaza. Et je pense que de toute façon, la solution qui est souhaitée par les deux, c'est la démilitarisation du Hamas. Est-ce que cet appel à la démilitarisation, il a été mentionné ? Est-ce que cet appel à la démilitarisation, il a été mentionné à nouveau lors de cette rencontre d'hier ? Moi, je ne l'ai pas entendu, mais je pense que c'est la seule solution. Il faut démilitariser le Hamas, et je vous disais à l'instant, l'Égypte et Israël ont cette occasion, et à partir de là, si on arrive à démilitariser le Hamas, détruire tous les tunnels qui sont une menace pour Israël, peut-être pourrons-nous commencer à dire que les Palestiniens vont vivre dans des conditions beaucoup plus dignes, avec peut-être une économie
créer en injectant des millions de dollars pour qu'ils vivent plus dignement. Et je dirais même, mon expression, c'est à ciel ouvert et non pas sous les tunnels qui représentent les aspirations du Hamas à détruire Israël. Je pense qu'il faut voir les choses en face. Et trop de gens ne les voient pas et on n'a pas forcément les bons interlocuteurs dont parlait Avi Pazner tout à l'heure quand on parle du Qatar en particulier dont on connaît la politique. C'est pour ça que je ne suis pas très optimiste. Maintenant, il y a un danger pour Israël, c'est qu'il faut faire attention à l'enlisement de la situation. Si le but c'est la démilitarisation de Gaza et non pas la réoccupation de Gaza qui a été abandonnée en 2005, alors ça c'est très bien parce qu'il faut vraiment démanteler ou anéantir le Hamas qui est une menace, mais il faut faire attention. Christian Mallard, après un silence très remarqué, les États-Unis s'impliquent. Concrètement, qu'est-ce que John Kerry propose? Qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire? Écoutez, les États-Unis, on le voit bien, pour moi, la politique de John Kerry, qui depuis 9 mois essaye de relancer à la demande d'Obama le processus de paix, est un échec. Les Américains ne savent pas s'y prendre. Les Américains, vous le savez, ont une politique de retrait vis-à-vis du Moyen-Orient en général, ce qui permet aux fondamentalistes de tous bords de gagner du terrain, ce qui permet à M. Poutine aussi de s'impliquer davantage et de profiter de l'affaiblissement des États-Unis et du camp occidental par rapport à la Syrie, à l'Iran. Donc on le voit bien. Donc moi je n'attends rien des États-Unis. Cela dit, je note quand même que les Américains et les Occidentaux commencent à comprendre, ils ont mis du temps, que naturellement tous les Palestiniens, c'est pas le Hamas, mais que le Hamas justement ne représente pas toutes les aspirations du peuple palestinien et que de toute façon, Israël a le droit de se défendre, a le droit de répondre à toutes les agressions dont il est victime aujourd'hui. Je crois qu'il faudrait quand même que les gens ouvrent les yeux pour une bonne fois pour toutes. Il y a 10 jours, Christian Mallard, j'étais avec vous au téléphone sur ce même plateau et vous parliez, quelques heures seulement après le début de cette opération terrestre, vous disiez que le vent tournait du côté de la communauté internationale. Est-ce que ce besoin de se défendre en Israël, qu'il était compris et perçu de la part de la communauté internationale, est-ce que c'est toujours le cas 10 jours après cette entrée de l'armée israélienne dans la bande de Gaza et puis ces images que l'on voit depuis la bande de Gaza? Alors, je dirais, Nathalie, qu'il y a quand même une évolution par rapport au conflit, aux crises précédentes, 2009 et 2012 avec le Hamas. Je dirais, il me semble aujourd'hui que, quand même, que globalement, il y a une meilleure compréhension de la politique israélienne. Naturellement, il y a toujours un certain nombre de personnes pour attaquer Israël en disant que c'est le grand méchant loup, c'est le grand méchant tueur, en voyant toutes ces images qu'on nous montre à la télévision avec des victimes innocentes. Mais dont Avi Pazner avait raison de dire tout à l'heure qu'une grande partie de cette population gazaoui, des enfants en première ligne, sont pris en otage par le Hamas. Alors naturellement, pour nous qui sommes des Occidentaux, qui appartenons à des démocraties, qui n'ont certainement pas la même perception des valeurs que celle du Hamas par rapport à l'être humain et à nos valeurs occidentales, naturellement, ça peut paraître choquant. Mais en même temps, j'ai le sentiment, et même en Israël, c'est quand même, depuis longtemps, je vois qu'il y a quand même une majorité, les 3/4 de l'opinion publique israélienne, qui sont en faveur de la poursuite de cette offensive pour qu'elle mène, en effet, à la démilitarisation du Hamas. Donc, je pense qu'il y a un progrès qui a été fait dans la perception du conflit. Il y a encore des progrès à faire, mais il y a un petit changement quand même. J'appellerais ça un frémissement. Je ne voudrais pas être trop optimiste. Merci en tout cas Christian Mallard d'avoir répondu à nos questions ce matin. Avi Pazner, vous entendiez les propos de Christian Mallard. Quelle est la situation en Israël? Est-ce que finalement cette ferveur populaire avec Benyamin Netanyahou, derrière Benyamin Netanyahou au cours de cette opération, elle est en train de s'effriter ou pas du tout? Non, je ne crois pas. Au contraire, je suis d'accord avec Christian Mallard, avec son analyse de la situation, premièrement, de l'opinion publique en Europe. En Israël, l'opinion publique, c'est pas, on ne peut pas dire qu'elle est derrière Benyamin Netanyahou. Elle est derrière cette opération, ok? Elle est derrière cette opération parce que l'opinion israélienne en a assez d'être attaquée chaque fois, chaque 2 ans, chaque 1 an et demi, d'être attaquée à partir de Gaza. C'est insupportable. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la population au sein de la bande de Gaza? Est-ce qu'elle est derrière le Hamas? Non, la population n'est pas derrière le Hamas. Au contraire, la population veut en grande majorité terminer avec le pouvoir du Hamas à la bande de Gaza. Ce climat politique à la bande de Gaza était une des raisons pour lesquelles le Hamas a accepté de renoncer, avec bien sûr ses problèmes financiers, les problèmes du Hamas. Le Hamas a été obligé à accepter de donner les clés à M. Abbas et de renoncer à sa participation dans le gouvernement. Mais paradoxalement,
Concernant la population, oui, elle soutient la demande du Hamas que ce round de confrontation doit se terminer avec une levée du blocus, c'est-à-dire à la bande de Gaza. Ceux qui soutiennent le Hamas et ceux qui s'opposent au Hamas sont d'accord à ce que ce round de confrontation, s'il ne débouche pas une levée du blocus, il était donc inutile et le Hamas doit expliquer pourquoi c'était faux. Cette confrontation s'est terminée pour rien s'il n'y a pas de levée de blocus. C'est à la source de la position du Hamas. Une petite remarque sur ce que vient de dire M. Malal. La Turquie et le Qatar, ces deux pays étaient aussi partie de cet appel international aux belligérants, à l'Israël et au Hamas pour une cessez-le-feu humanitaire de 24 heures renouvelable. Donc le Hamas qui même est allé, j'ose dire, à l'encontre de l'avis de la Turquie et du Hamas. Je crains qu'aux dépens de la population qui veut un cessez-le-feu, on est en train de faire une bataille politique sur l'avenir du Hamas. Un cessez-le-feu qui le Hamas juge pour le moment inacceptable parce qu'elle ne lui donne pas le crédit de parler d'une trêve, d'une levée du blocus. Et Nathalie, il faut faire attention. 2006, quand le Hezbollah était rentré dans une confrontation avec Israël suite à l'enlèvement de 2 soldats, si je ne me trompe pas, en 2006, les armes du Hezbollah en tant qu'organisation de résistance étaient un consensus au milieu de l'opinion publique libanaise. Au moment où le Hezbollah s'est avéré une organisation à titre offensive et non pas seulement une organisation de résistance qui a pour but de défendre les espaces terrestres, maritimes, aériens du Liban, cette question d'armes, de la présence des milices qui partagent avec les autorités officielles le monopole de la force est maintenant en question. Il y a une très bonne partie de la population libanaise qui se pose la question comment est-ce que dans un État normal, à côté de l'armée et de la police et de la gendarmerie, il y a encore des forces armées. Et cette histoire de la démilitarisation du Hamas, elle commence à soulever au sein de la population palestinienne, à la bande de Gaza, la question des forces armées qui ne font pas partie de l'autorité palestinienne. Et c'est un processus qui a pris la route. Ali. On va reparler de cette démilitarisation du Hamas dans quelques instants. Je voudrais, Avi Pazner, vous faire réagir sur l'une des déclarations, l'une des propositions finalement de Christian Mallard, qui parle d'alliance israélo-égyptienne pour prendre en tenaille le Hamas. Est-ce que vous y croyez ? C'est difficile de parler d'alliance entre Israël et l'Égypte. Il peut y avoir des convergences d'intérêts, évidemment, parce que Israël et l'Égypte, qui sont les deux voisins, c'est les seuls deux voisins du Hamas, il n'y en a pas d'autres, se rendent compte profondément de la menace que constitue le Hamas. L'Égypte l'a bien compris, Israël l'a subi. L'Égypte l'a compris et pour l'heure, l'Égypte a proposé d'ouvrir les passages entre la bande de Gaza et Israël, mais pas ceux entre l'Égypte et la bande de Gaza. Ça, c'est paradoxal. Ils nous disent ouvrez les passages, vos passages. Nous, on ne les ouvre pas. Ils savent très bien que, premièrement, le passage humanitaire d'Israël à la bande de Gaza est ouvert. Contrairement au passage humanitaire entre l'Égypte et la bande de Gaza. Est ouvert. Mais j'aimerais revenir sur un principe que Ali a mentionné. La démilitarisation du Hamas. C'est primordial. Sans la démilitarisation du Hamas, nous n'aurons jamais la paix avec Gaza. Que ce soit fait par l'Égypte et Israël ensemble, que ce soit fait par la communauté internationale, que ce soit fait d'une manière ou de l'autre. Le Hamas a prouvé maintenant, en 5-6 ans, 7 ans de pouvoir à Gaza, que sa nature est une nature, je ne veux même pas dire terroriste, tout le monde parle terroriste, c'est une nature déstabilisante, par nature. Et il l'a prouvé en 2008, et en 2009, et en 2011, et en 2012, et aujourd'hui. Donc il faut arrêter le Hamas. Il faut arrêter le Hamas, on ne va pas détruire tout le Hamas, on ne peut pas détruire. Je ne crois pas qu'on va aller et qu'on va conquérir. Le Hamas, il y a deux moyens principaux, M. Pazner. Un, il faut donner de l'espoir à la population qu'il y a une alternative.
Deux, il faut donner plus de la force à l'autorité palestinienne, chose que pour le moment, ce gouvernement Mais vous êtes en Israël... d'accord avec moi qu'il faut démilitariser le Hamas. Il faut le démilitariser parce que sans ça, il continuera de rester une menace, non seulement pour Israël, c'est une menace pour l'Égypte C'est envisageable, aussi. Lali, la démilitarisation du Hamas? C'est très dur de penser d'une démilitarisation du Hamas parce qu'il y a des voies que le Hamas peut prendre en dépit des efforts des autorités égyptiennes. Il y a bien sûr la mer, il y a le Soudan, il y a la est bloquée Libye. par Israël. Si l'Égypte bloque l'entrée de Gaza, si Israël bloque la mer, eh bien, il n'y aura plus d'entrée. Oui. Parce Nous, qu'il on parle, s'est passé on se sous concentre sur l'Égypte. l'aspect militaire, que l'Égypte, plus qu'Israël même, a réussi ces derniers 18 mois, à arrêter la quasi-totalité de l'activité des tunnels entre l'Égypte, entre la bande de Gaza. Maintenant, ce que les Égyptiens parlent, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi un aspect politique à cette opération, et c'est le renforcement de l'autorité palestinienne, l'espoir qu'il faut donner à la population palestinienne. Nathalie, il faut comprendre, sans que la population palestinienne n'accueille pas le Hamas, ne soit pas attentif au fait qu'il y a d'autres alternatives, il y a toujours une partie de la population palestinienne qui va soutenir le Hamas, une population qui va penser que les armes et l'enlèvement des soldats sont les deux seuls moyens pour persuader Israël, soit à libérer des prisonniers ou à faire des mesures politiques. Et c'est ce qu'il faut changer. Allez, dites-moi une chose. Est-ce que les Palestiniens, quand ils voient leur situation à Gaza, le Palestinien de Gaza, quand il voit sa situation à Gaza, qu'il la compare à ce qui se passe en Cisjordanie, est-ce qu'ils ne sont pas bêtes quand même à Gaza? Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui cloche ici, que s'ils souffrent comme ça, c'est parce qu'ils sont dominés par le Hamas. On vient de dire que ce sentiment de la population a poussé le Hamas à renoncer à son pouvoir. Allez, on va reparler dans quelques instants de ce sujet-là. Avi, je voudrais, juste avant que vous ne repartiez, que vous continuiez votre journée, je voudrais simplement votre mot de la fin. Cette opération, ça fait 10 jours de cette incursion terrestre. Jusqu'où ça va aller? Eh bien, écoutez, nous, on aurait voulu voir la fin, absolument. On avait osé espérer qu'on déboucherait sur un cessez-le-feu qui donnerait une réponse à nos préoccupations qui sont, encore une fois, la destruction des tunnels offensifs vers Israël et la neutralisation de la force militaire du Hamas, les missiles. Malheureusement, peut-être par une série d'erreurs, on n'en est pas encore là. Et il faudra peut-être encore quelques journées de combat pour faire passer le message. Le message, peut-être, n'est pas encore passé. Que Israël est sérieux cette fois. Ce n'est pas qu'on ne veut pas détruire le gouvernement du Hamas. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. On veut détruire la capacité agressive du Hamas. Et il faudra encore quelques jours pour cela. Merci beaucoup, Avi Pazner, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Ali, vous restez avec nous. Petite pause de 2 minutes. On revient juste après. 10h30, nous sommes en direct depuis Tel Aviv, édition spéciale consacrée à ce 20e jour d'opération bordure protectrice, 10e jour de l'incursion terrestre israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza. Et c'est 24 heures supplémentaires d'un cessez-le-feu unilatéral, une trêve humanitaire que le Hamas avait officiellement rejetée et qui a été rompue également par Israël ce matin après des tirs de roquettes qui ont affecté le sud et le centre du pays. Dans la bande de Gaza, on parle à présent de plus d'1 millier de morts et quelques 6000 blessés. Bilan de ces 20 jours d'opération côté israélien, 43 officiers et soldats sont morts au cours des combats, plus de 130 autres sont soignés dans différents hôpitaux à travers le pays. 3 civils également victimes des tirs de roquettes. Depuis ce matin, je vous le disais, plusieurs roquettes se sont donc abattues sur le pays. Et puis côté diplomatique, depuis Paris, Laurent Fabius a appelé à prolonger le cessez-le-feu humanitaire, un appel lancé par plusieurs ministres des Affaires étrangères de pays européens, le secrétaire d'État américain John Kerry et les chefs de la diplomatie du Qatar et de la Turquie réunis donc en France pour évoquer la situation à Gaza. À Paris, toujours hier, une manifestation pro-palestinienne a réuni
5000 personnes en dépit de l'interdiction de se réunir faite par le Conseil d'État. Une croix gammée a été dessinée sur la statue qui trône au centre de la place de la République. Et hier en Israël, plus de 5000 sympathisants d'extrême gauche sont descendus dans les rues de Tel Aviv pour réclamer l'arrêt des combats dans la bande de Gaza. Des sympathisants de droite se sont également réunis, les deux manifestations qui ont été dispersées dans un calme relatif. Voilà donc pour le point sur la situation ce matin et cette nuit dans la bande de Gaza et dans la totalité du territoire israélien. On va tout de suite prendre la direction du centre de Tel Aviv, la place Rabin, où l'on rejoint Julia Ganansia, notre envoyée sur place. Julia, c'est plutôt calme ce matin, premier jour de la semaine pour les Israéliens qui se rendent donc, je l'imagine, à leur lieu de travail. Bonjour Nathalie, effectivement, la ville s'éveille ici, place Rabin. Pour l'instant, tout est calme, l'alerte n'a pas retenti. Ce n'est pas le cas dans le sud du pays où, comme vous le disiez, 7 roquettes sont tombées, ont visé Israël, le sud et le centre. Elles ont été envoyées de la bande de Gaza. Au total, ce sont 2 roquettes qui ont été interceptées par le système dôme de fer, et 5 roquettes qui sont tombées dans des champs, dans des endroits non habités. Mais ici à Tel Aviv, rien pour l'instant. Merci Julia Ganansia en direct donc de Tel Aviv. Et ce qu'on entend derrière vous, ce manifestement, le bruit des ambulances et rien d'autre. Alors on va parler à présent de ces soldats, de ces officiers, ces commandants israéliens appelés au combat de l'autre côté de la frontière. En Israël, ils sont considérés comme des héros. Hier, vous allez le voir, certains d'entre eux ont pu retrouver leur famille pour quelques instants. Sandy Fortis. La trêve humanitaire de samedi a permis à certains soldats israéliens de retrouver leur famille. Le temps de quelques heures, les proches des jeunes soldats de Tsahal ont été autorisés à les rejoindre à un point de passage proche d'une zone militaire fermée. Sourires, enlacements et quelques pleurs, un moment intense pour ces soldats en poste depuis des périodes allant de 2 semaines à plusieurs mois. Et alors que certains parents retrouvaient leurs enfants, d'autres leur rendaient un dernier hommage. Comme nombre de ses frères d'armes, le sergent Guy Boyland a été inhumé hier au kibbutz Guinossar. Un moment très difficile pour les proches de ce jeune de 21 ans. Il n'y a pas de mots pour décrire notre douleur et notre perte. Et pas seulement la nôtre, celle de toutes les autres familles des soldats tués. Nous espérons que cette guerre se termine et qu'il règne enfin la paix dans notre pays. C'est très difficile d'accepter ça. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Qui aurait pu imaginer ça? Depuis le début de l'opération Bordure Protectrice, 43 soldats de Tsahal ont été tués au combat. Voilà donc pour le dernier bilan côté israélien, côté des forces armées israéliennes. Ali, une question, celle des tunnels à l'intérieur de la bande de Gaza. Il y a une vraie institution autour de ces tunnels, une autorité même qui les gère. Bien sûr, ces tunnels sont taxés, Nathalie. Les tunnels sont peut-être la source principale de la vie économique à la bande de Gaza. Il y a 2 sortes de tunnels. Des tunnels qui sont consacrés aux marchandises, aux vivres, etc. Et des tunnels pour les armes. Maintenant, c'est ça, ceux qu'en Israël on appelle les tunnels de contrebande d'une part, les tunnels d'infiltration et d'activité terroriste de l'autre. Il y a des tunnels à titre offensif et à titre défensif. Ils sont tous des tunnels qui appartiennent au Hamas et aux organisations palestiniennes. Il y a des tunnels, entre guillemets, civils, par le biais desquels passent les marchandises en provenance de l'Égypte et ailleurs, qui permettent à la population palestinienne de s'acheminer des marchandises qu'elle ne peut pas avoir d'Israël ou d'autres sources. Ces marchandises, un marchand, il doit payer les taxes de ces marchandises à la caisse du gouvernement du Hamas. La maison sous laquelle ce tunnel est construite doit payer des impôts aussi aux autorités du Hamas. Il y a une autorité appartenante au gouvernement du Hamas qui partage, qui gère ces tunnels et surtout économiques. Et la branche armée du Hamas gère tous les tunnels de titre militaire. Les
les organisations qui veulent creuser des tunnels doivent recevoir la permission de la branche armée du Hamas et de l'officier du Hamas responsable de telle ou telle région à la bande de Gaza. Donc c'est une source d'armes, c'est une source aussi de vie économique principale dans la bande de Gaza. Et c'est d'ailleurs la source principale de la caisse du Hamas, si on ignore pour une petite seconde le financement qatari, ou avant le financement qatari, le financement iranien. Donc les tunnels sont un moyen super important pour la vie à la bande de Gaza. Et c'est l'analyse qu'on entend beaucoup ces derniers temps en Israël, est-ce qu'il n'y avait pas, avec cet argent qui a été utilisé pour faire des tunnels, avec ces 800 000 tonnes à peu près de béton qui ont été utilisés pour construire ces tunnels, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire avec ces subventions ? Bien sûr qu'il y avait, mais les priorités du Hamas, on voit, c'est pas le bien de la population civile, c'est le renforcement de la capacité militaire de la branche armée. Pour le Hamas, si pour le moment il n'y a pas un gouvernement en place en Israël qui veut éradiquer le Hamas, c'est une question de temps, jusqu'à ce qu'il y ait un gouvernement en Israël qui voulait définitivement éradiquer le Hamas, et le Hamas se prépare pour cette journée. Maintenant, il faut qu'il y ait deux moyens pour faire face au Hamas. Le moyen militaire, bien entendu, et le moyen politique. Le moyen politique, il se partage en deux parties. Un, donner à la population l'espoir qu'il y ait une alternative, et deux, donner une chance à un processus politique qui peut lui permettre à la population de penser que l'alternative est meilleure du Hamas. Pour le moment, même les gens qui s'opposent au Hamas à la bande de Gaza ne voient pas qu'il y ait une différence entre l'autorité palestinienne qui prône pour la paix et contre les moyens violents, et avec le Hamas qui lui appelle à la violence comme moyen de libérer les Palestiniens et de libérer la bande de Gaza. Donc il faut qu'il y ait en parallèle ces deux moyens, chose que pour le moment Israël, l'autorité palestinienne et la communauté internationale ne se sont pas mis d'accord là-dessus. Cette alternative dont vous parliez, elle peut encore être et venir du Hamas. Le Hamas, il aura encore un poids à jouer au niveau politique également, une fois cette opération terminée? Le Hamas est divisé entre une partie de la direction politique qui veut s'intégrer dans le processus politique, et entre une autre partie de la direction politique et surtout la branche armée qui, elle, regarde le Hezbollah, elle vise l'Iran, et elle espère être réarmée à nouveau par le financement iranien et autres. Le Hamas a fait signe qu'il était prêt à se réintégrer dans la vie politique quand il a renoncé à sa participation dans le gouvernement, quand il a cédé le pouvoir officiellement. Pratiquement, ce n'est pas encore le cas. Quand il a cédé le pouvoir à M. Abbas et a déclaré que le gouvernement de Ramallah est aussi responsable de la bande de Gaza. Malheureusement, quelques jours après cette décision du Hamas, il y avait cet enlèvement des trois jeunes Israéliens en Cisjordanie qui a fait bouleverser toutes les cartes. On accueille sur ce plateau Julien Bauer. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Vous êtes professeur de sciences politiques. On va reparler de ce que disait Ali il y a quelques instants, de ce rôle politique du Hamas. Vous pensez qu'il y en a un maintenant, et après cette opération, une sortie de crise aussi politique? Il y a un rôle politique qui est de ne pas trouver de solution. Parce qu'avec le Hamas, dont l'objectif est la destruction d'Israël, il ne faut quand même pas l'oublier, je ne vois pas très bien comment des, entre guillemets, négociations peuvent aboutir à quelque chose. Des négociations, c'est lorsque des ennemis décident qu'il y en a marre de faire la guerre, et puis on va trouver une solution mi-chèvre, mi-chou. Personne n'est totalement gagnant, personne n'est totalement perdant. Alors si ce n'est pas des négociations, quelle est la solution selon vous? Et là, c'est une solution militaire, à savoir, alors ça va être très méchant ce que je dis là, écraser le Hamas. Je n'ai pas dit écraser les Palestiniens de Gaza. La branche militaire et la branche politique du Hamas. Mais ça, parce que distinction est faite ici. Oui, mais c'est une distinction qui personnellement me fait sourire, parce qu'en fait, l'objectif est le même. Sauf que les uns le font à coup d'enlèvement et de requêtes, et les autres le font à coup de déclarations. Mais l'objectif étant le même, alors bien sûr, la première menace, c'est la menace militaire physique, mais s'imaginer qu'en supprimant l'un,
sans supprimer l'autre, on va s'en sortir. Personnellement, je ne le crois pas. C'est ça la solution. Il y a une distinction parce que, Nathalie, le Sinn Féin était à la source du processus politique en Irlande, alors que la branche armée, le IRA, était contre ce processus de la paix. Et finalement, la direction politique s'est imposée. C'est vrai qu'il y avait après une division au sein de la branche armée, mais la direction politique des rebelles irlandais a imposé cette solution politique. Et la direction politique du Hamas, qui a cédé le gouvernement il y a 2 mois pour l'autorité palestinienne, pour le Fatah, a fait ça contre l'avis, contre la volonté de la branche armée qui, elle, était financée par l'Iran, encore financée par l'Iran, malgré le fait que l'Iran a officiellement coupé son financement au gouvernement du Hamas. L'Iran n'a pas coupé son financement à la branche armée du Hamas. Est-ce que c'est la décision, comme le disait Julien Bauer il y a quelques instants, l'option choisie par le gouvernement israélien d'écraser le Hamas en distinction de branche armée et branche politique? Bon, un des problèmes de ce conflit, c'est qu'il n'y a pas une décision d'écraser le Hamas. Ça, ce que voit l'Égypte, ça, ce que comprend l'autorité palestinienne, qu'Israël veut se contenter de ces deux mondes. D'un côté, battre le Hamas pour échapper à un processus de paix, mais de l'autre côté, ne pas écraser définitivement le Hamas pour que le Hamas reste comme facteur déstabilisant de la région et donnant au gouvernement actuel en Israël la raison pourquoi ne pas entamer un vrai processus de paix. Qui inclurait peut-être Mahmoud Abbas. Quel rôle il pourrait jouer? Mais Mahmoud Abbas, qui est à la tête d'une autorité palestinienne dont la moitié de l'autorité ne lui obéit pas et a lancé une guerre contre Israël, Mahmoud Abbas, hélas, est complètement hors jeu. Alors, il y a quelque chose qui est absolument fascinant. En dehors des ministres des Affaires étrangères des pays occidentaux, personne ne croit que Mahmoud Abbas est la solution au problème. Ce sont les seuls qui croient, parce qu'ils sont en train de paniquer. John Kerry panique, les 12 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne paniquent, ne savent pas quoi faire. Donc, on essaie de se raccrocher à n'importe quel fétu de paille, mais dans la pratique, les autres pays ont parfaitement compris. C'est quand même assez extraordinaire qu'on a plus de sympathie pour Hamas, la branche politique, comme vous dites, dans les pays occidentaux, qu'en Égypte, en Arabie Saoudite et dans plusieurs autres pays arabes. Alors, les pays du monde arabe, ils en pensent quoi de Mahmoud Abbas? Est-ce que c'est la relève? Est-ce qu'on peut lui remettre les clés de la bande de Gaza? Les pays arabes sont plus pragmatiques, monsieur le professeur, parce que Mahmoud Abbas est la seule adresse pour le moment. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, il est la seule adresse. C'est vrai que les Égyptiens ont voulu voir, par exemple, Mohamed Dakhlan, responsable des nouveaux arrangements sécuritaires à la bande de Gaza suite à ce conflit. Et ils ne pensent pas que monsieur Abbas, avec son autorité, sont capables de délivrer ce qu'ils attendent. Mais vous savez, Israël ne peut pas dire aux Palestiniens vous devez choisir ceci ou cela pour commencer un processus de paix ou pour discuter d'un cessez-le-feu ou je ne sais pas quoi. Pour le monde international et arabe, Mahmoud Abbas, c'est le chef de l'autorité palestinienne. C'est un chef qui pour le moment appelle à une solution politique. C'est vrai que tout le monde doute et pas mal de pays arabes partagent ce doute. Est-ce que Mahmoud Abbas est la personnalité, le figure qui est capable de stabiliser la bande de Gaza avec ces dizaines de groupes et milices militaires qui se trouvent dans cette enclave, mais il ne faut pas oublier la population. La population, si elle voit qu'il y a un espoir avec Dahlan ou avec monsieur Abou Mazen, avec monsieur Abbas, elle va pas constituer un terrain facile pour le Hamas. Et on a vu ça dans les années 90, quand il y avait un espoir pour la paix, la population palestinienne a soutenu la campagne très dure qu'a menée Arafat contre le Hamas, quand le Hamas a mené ses attaques contre Israël. On l'a bien compris, peu importe avec quel leader finalement, le plus important c'est d'avoir Le problème de Mahmoud Abbas, c'est qu'il n'est pas le chef de l'autorité palestinienne, il a le pouvoir du maire de Ramallah. Sorti de Ramallah, personne ne le prend au sérieux, y compris les siens. Et alors, que des gens de l'extérieur viennent lui donner un titre et un pouvoir qui, en fait, il n'a pas. C'est regrettable, d'ailleurs, s'il l'avait, peut-être qu'on pourrait négocier avec lui. Mais si on négocie quelque chose avec quelqu'un qui, le lendemain, peut disparaître dans un coup d'État... Alors justement, vous parlez de Ramallah, Ali, je voudrais vous poser une question concernant ces dernières manifestations.
Ces dernières manifestations à Ramallah, en Cisjordanie, on les a vues depuis jeudi soir, notamment à l'appel du Hamas, qui exhorte les Palestiniens à commencer à entamer la 3e intifada. C'est quoi le message des Palestiniens? C'est pro-Hamas ou anti-israélien? Depuis 2006, depuis 2007, depuis le siège sur la bande de Gaza, le Hamas a appelé la population palestinienne en Cisjordanie à se soulever. Et c'est justement grâce aux efforts de l'autorité palestinienne et de la politique du président de l'autorité palestinienne que la population en Cisjordanie n'a pas obéi les appels du Hamas parce que, elle voit qu'est-ce qui se passe à la bande de Gaza et les risques de cette politique du Hamas. Mais de l'autre côté, elle avait un espoir que la politique de l'autorité palestinienne mènera une alternative dans l'attitude d'Israël, un horizon politique qui peut déboucher à un État palestinien. Mais le temps que seules les bombes parlent, les bombes dictent l'ordre du jour, je crains que la population en Cisjordanie aura un peu plus d'attention et va plus obéir l'appel du Hamas. Est-ce que la population en Cisjordanie, elle est plutôt pro-Hamas ou anti-israélienne? Qu'est-ce qu'on a vu au cours de ces manifestations? Pour une fois, je suis assez d'accord avec vous. J'ai l'impression que la population, ceux qui sont en train de se soulever, de faire des émeutes, le font contre Israël, c'est assez évident, mais contre l'autorité palestinienne aussi. Autrement dit, c'est un conflit avec Israël, mais ça, on s'y attend un peu. Mais c'est aussi un conflit interne à la société palestinienne. Est-ce que c'est Fatah qui est surtout nationaliste, ou bien est-ce que c'est Hamas qui est surtout islamiste, religieux, fanatique, etc., qui va l'emporter? Et pour l'instant, j'ai l'impression que les premières victimes risquent d'être les Palestiniens eux-mêmes et non pas Israël. Alors je vous propose justement de voir ces manifestations, comment elles ont été perçues, notamment sur Internet avec vous, Rudy Saada. Alors comment les internautes ont perçu ces manifestations qui avaient lieu hier? À Tel Aviv, il y avait des manifestations. Alors la gauche israélienne manifestait, organisé une manifestation pour demander la fin de l'opération Bordure Protectrice. Alors sur Internet, ce sont beaucoup de partisans de la cause palestinienne qui ont relayé cette mobilisation. Regardez ce tweet qui a été lancé depuis Gaza, où la mobilisation est interprétée comme un camouflet, je cite, au faux soutien dont bénéficie Netanyahou dans l'opinion publique israélienne, avec comme image forte, on va le voir, les mots slicha, ce qui veut dire en hébreu pardon, qui ont été écrits au sol avec des bougies et des visages de Gazaouis qui ont été, voilà, on voit cette image avec donc écrit pardon, et donc de cette manifestation de gauche, une manifestation qui a été perturbée par des manifestants d'extrême droite. Et on a sur ce tweet de Mickey Rosenfeld de la police israélienne l'état de 3 arrestations. Alors malgré ces heurts, ces images contrastaient avec celles de la manifestation parisienne qui était interdite et qui a eu lieu et qui était très agitée. Par exemple, beaucoup d'internautes remarquent que les manifestations de Gaza se passent mieux à Tel Aviv qu'à Paris. On a eu énormément de tweets dans la même veine. Alors des images comme celles que vous pouvez voir ont beaucoup circulé, des images d'émeutes, le tout sous les yeux des touristes. On sait que c'est la saison touristique à Paris aussi, et cette image, place de la République, des touristes abasourdis. Ce tweet, ce que retiendront les touristes, c'est que cette manif n'avait aucun sens. En tout cas, c'est l'avis de Sylvie Hack. Et puis pour finir, cette conclusion pleine d'ironie, il devrait bientôt avoir des manifestations à Tel Aviv et à Gaza pour exiger un cessez-le-feu à Paris. Alors on va s'intéresser à présent, Rudy, à cette image qui a fait le tour du monde. Oui, elle date de la semaine dernière, de la semaine précédente. Elle est l'œuvre de Laurent Troudet. C'est un photographe qui travaille à Libération. Elle a été publiée lundi dernier. Alors on y voit un trentenaire très propre sur lui qui prend part aux émeutes et qui jette des projectiles sur les forces de l'ordre. Voilà. Alors ça, c'est le détournement de cette image. Vous avez donc l'image originale où vous avez le même trentenaire qui jette un projectile. Et évidemment, ça a été interprété par les internautes et par la presse du monde comme la French Touch. Donc vous avez énormément de versions, dont cette version baguette et béret, et une autre version qu'on va voir peut-être avec le mime Marceau. Voilà, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu dans cette chronique un petit détournement. En voilà un. Et bien voilà, merci beaucoup Rudy. On vous retrouve tout à l'heure en deuxième partie d'émission pour continuer cette revue du web. Messieurs, je vous propose à présent de prendre la direction de la bande de Gaza où manifestement les choses évoluent, puisque Mathias Inbar, vous allez nous le confirmer. On vous demande, en tout cas aux populations du Sud, de vous tenir près des abris.
Effectivement, cela fait à peu près un quart d'heure, 20 minutes que nous avons tous reçu ici un communiqué. D'ailleurs, les habitants sont immédiatement venus à notre rencontre et nous demandons de rester à 15 secondes à peine des abris parce qu'ils ont reçu un message de la part des responsables de la sécurité du village où nous nous trouvons, à Niraham, à savoir à 2-3 km en bordure de la bande de Gaza. Eh bien, a priori, il y aurait des mouvements des positions du Hamas dans le nord de la bande de Gaza et a priori également des sites de rampement de missiles, Qassam notamment en direction des villages en bordure. Donc, bien, manifestement, nous sommes obligés de rester à 15 secondes des abris. D'ailleurs, les habitants sont assez clairvoyants parce qu'ils nous ont ouvert immédiatement les portes et nous ont offert d'ailleurs de pouvoir nous offrir cette chambre de confinement si jamais il y avait une alerte ici à Niraham. Merci Mathias Inbar en direct donc de la bande de Gaza. Julien Breuer, je vous vois vouloir réagir. Oui, si vous permettez, il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire. Vous avez un journaliste qui est en train de vous dire, il n'est pas loin de la bande de Gaza, il faut être à moins de 15 secondes d'un abri pour éviter de se faire envoyer en l'air. Et pendant cela, il y a quelques centaines de Zouaves qui, à Tel Aviv, manifestent contre l'armée d'Israël. C'est quand même extraordinaire. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de pays où des gens descendent dans la rue, j'ai vu les images hier soir à la télé, pour soutenir l'ennemi. Il faut appeler les choses comme elles sont. Et le côté pseudo-humanitaire n'a aucun sens. Est-ce que vous pensez que ce consensus national autour de Benyamin Netanyahou, autour du gouvernement au début de l'opération, il est en train de se déliter? Non, parce que lorsque le leader du Parti travailliste dit « Même si je suis en total désaccord avec Lieberman et Bennett et des gens comme ça, j'appuie totalement Netanyahou et le ministre de la Défense. » On ne peut pas avoir un support plus grand que ça. Lorsque Abba Yoshua, qui est pourtant connu comme étant un pacifiste à tout craint, dit il y a quand même des limites. Puis les limites, c'est quand on reçoit des roquettes sur la tête. Autrement dit, ce n'est pas une question de droite et gauche et pacifiste et militariste et tout ce que vous voulez, c'est que vous avez affaire à des gens qui vous lancent des roquettes sur la tête et qui ont préparé des tunnels pour arriver en Israël et pour tuer ou prendre des otages. À moins d'être fou furieux comme quelques Zouaves à Tel Aviv, les réactions normales de toute personne de droite, de gauche, du milieu, du centre, de tout ce que vous voulez, c'est dire ben non, on va se défendre. Alors vous parlez de ces quelques Zouaves à Tel Aviv, je voudrais qu'on reparle de certains députés de la Knesset, du Parlement israélien. J'ai en tête Ahmed Tibi ou encore Hanin Zohabi qui est sur le coup d'une enquête criminelle en ce moment, où eux manifestent leur totale réprobation à l'action du gouvernement israélien et où ils disent même, alors qu'ils sont députés du Parlement israélien, je ne représente pas Israël. Alors ça, le problème a commencé il y a déjà très longtemps, lorsqu'il y a eu des négociations directes entre Israël d'un côté et c'était pas l'autorité palestinienne à l'époque, mais l'OLP, sous la direction de Yasser Arafat. Ahmed Tibi, député à la Knesset, mais est devenu le conseiller politique d'Arafat. Autrement dit, un citoyen qui ensuite a été élu comme député était le conseiller politique de l'ennemi, ce qui est inconcevable. Ali, il y a un vrai malaise des députés arabes israéliens à la Knesset. C'est quoi la solution? Une petite remarque pour ces quelques milliers qui ont démontré hier à Tel Aviv. Heureusement pour la démocratie israélienne qui a ce pluralisme d'idées et d'opinions. Heureusement. Alors, ailleurs, on sera semblable aux pays voisins. Heureusement pour la société israélienne. Et cette démocratie aussi au sein du Parlement, puisque des députés, même à la Knesset, disent ne pas représenter l'État où ils siègent. Donc, à ce Parlement, il y a un vrai malaise. Moi, je n'ai pas entendu les membres du Parlement dire on ne représente pas Israël. C'est vrai, j'ai entendu dire ne pas accepter la politique de ce gouvernement s'il ne représente pas l'État d'Israël. Et pour eux, moi je leur conseille de quitter le Parlement israélien, mais je n'ai pas entendu ni Hanin Zohabi ni Ahmed Tibi dire ces propos, mais il faut comprendre la population arabe, Nathalie, elle a des familles à la bande de Gaza, et cette division d'identité de la population arabe, d'un côté on est citoyen à l'État d'Israël, la très grande majorité de la population arabe en Israël qui veut faire partie de ce collectif israélien, mais de l'autre côté ce collectif où cet État d'Israël, il est en situation de guerre avec notre famille, soit à la bande de Gaza, soit en Syrie, soit ailleurs. Il faut prendre en considération cette situation délicate de la population arabe. C'est vrai que la très grande majorité, encore, de la population arabe condamne les propos de Hanin Zohabi, mais il faut souvenir une chose. Toute
la population arabe qui a manifesté contre l'opération, si on le compte depuis le Negev jusqu'au nord, il s'agit de quelques milliers. Alors, il s'agit d'une population qui compte un peu plus de 1,5 million de gens. Donc, il ne faut pas faire généraliser toute la population. Il ne faut pas identifier toute la population en Khanin Zohabi. Khanin Zohabi qui s'est démontré aux élections de la grande ville, de la plus grande ville arabe en Israël, c'est Nazareth. Elle n'a eu que 3% de vote. Donc, c'est pas la population arabe, ce n'est pas Khanin Zohabi, mais il faut être un peu attentif au dilemme de la population arabe. D'un côté, on est là, on est très content d'être là, mais de l'autre côté, on a des familles qui sont là-bas. Il y a de la population arabe, il y a des soldats druzes qui font partie de la population arabe, qui sont à la bande de Gaza en tant que soldats à l'armée israélienne. Et de l'autre côté, il y a des familles des citoyens arabes qui se trouvent à la bande de Gaza et en guerre avec l'État d'Israël. Un dilemme, donc on l'a bien compris. Votre mot de la fin, peut-être, Julien Bauer, sur ce dilemme et cette position très délicate de ces 20% d'Arabes israéliens en Israël. C'est pas nouveau, c'est que à chaque fois qu'on a une tentative de régler les problèmes internes à Israël avec la population arabe, par exemple un service national, pas militaire, qui permettrait aux Arabes d'avoir un métier pendant 3 ans et qui ensuite aurait plus de facilité pour s'intégrer à la société. 78% des Palestiniens, des citoyens arabes d'Israël sont pour. Et la totalité des députés arabes sont contre. Parce que eux, ils ne veulent surtout pas une normalisation des relations entre les citoyens juifs et les citoyens arabes. Par rapport à Khanin Zohabi et ce manque de représentation finalement des députés arabes. Autrement dit, ces gens-là, je parle des députés des partis arabes, en fait, représentent. Avant, ils représentaient l'OLP, maintenant, ils représentent Hamas à la Knesset. C'est surréaliste. Messieurs, je vous remercie pour ces explications, ces analyses et ces décryptages. On va marquer une courte pause. On revient dans 2 petites minutes, toujours pour tenter de comprendre mieux cette situation entre Israël et la bande de Gaza, ce 20e jour d'opération Bordure Protectrice. À tout de suite. All the civilian deaths that are there, and we regret each one of them, are the responsibility of the Hamas. اتفقنا في أمور واختلفنا في أمور. This violence must stop. I can tell you that we have, in the last 24 hours, made some progress in moving towards that goal. On entame ensemble cette 2e heure d'information, édition spéciale donc sur i24 News consacrée à ce 20e jour de l'opération Bordure Protectrice, 10e jour de l'incursion terrestre israélienne dans la bande de Gaza. Avec moi sur ce plateau, Julien Bauer, vous êtes professeur de sciences politiques, Arié Avidor, ancien diplomate israélien, merci d'avoir accepté notre invitation, et Maxime Pérez, notre spécialiste en affaires militaires. On va parler dans un instant, Maxime, du Hamas, de l'état des forces, mais pour l'instant, je vous propose de nous rendre au centre de Tel Aviv, place Rabin, où l'on rejoint Julia Ganancian, notre envoyée spéciale sur place. Julia, quelle est l'ambiance ce matin dans la ville blanche ? Écoutez Nathalie, je me trouve Square Kikar Rabin, un lieu hautement symbolique ici à Tel Aviv. Et comme vous le voyez peut-être derrière moi, des dizaines de jeunes se sont réunis pour envoyer des messages de soutien aux soldats actuellement dans la bande de Gaza. Alors ils écrivent des messages, ils vont envoyer des bannières et ils vont aussi faire des colis de nourriture pour ces soldats. C'est clairement dans le but de les soutenir. La lésion qui manifestement se fait difficile avec Tel Aviv. Je voudrais justement, peut-être Arié Avidor, qu'on parle de cette ferveur nationale, de cet élan de solidarité de tous les Israéliens derrière cette armée qui est entrée il y a 10 jours à l'intérieur de la bande de Gaza. Oui, c'est l'union sacrée telle qu'on la connaît à chaque crise, à chaque guerre, à chaque fois qu'Israël est menacé. Et c'est ainsi que ça se passe. Et
tous réunis derrière nos soldats à Gaza. Et les problèmes, les dissensions sont repoussées jusqu'à la... Repoussées jusqu'à quand? Est-ce qu'on entend des voix qui, au fur et à mesure, commencent à se faire entendre au sein du Parlement, au sein de la classe politique également? On l'a entendu surtout au sein de la coalition au gouvernement. Parce que jusqu'à présent, je pense que le gouvernement de M. Netanyahou a reçu tout l'appui possible du centre et de la gauche. Et le seul qu'on voit manifester en marge, comme hier à Tel Aviv, c'est l'extrême gauche, c'est celle qui n'est pas vraiment très représentative. On va reparler dans quelques instants de ces manifestations et du soutien de la population au gouvernement de Benyamin Netanyahou. Maxime Pérez, je voudrais qu'on parle maintenant de la situation à la frontière de la bande de Gaza, à l'intérieur de la bande de Gaza. Pourquoi cette trêve a échoué il y a 1 heure maintenant? Elle a échoué, en réalité elle a échoué déjà depuis hier soir puisque les tirs de roquettes ont repris contre le territoire israélien à 8 heures alors qu'on parlait d'une trêve qui devait se prolonger jusqu'à minuit. En tout cas Israël était prêt à l'accepter ainsi. Elle a échoué cette trêve parce que du côté du Hamas et notamment des brigades Ezzedine Al-Qassam, on refuse ce principe qu'Israël puisse opérer pendant ce cessez-le-feu humanitaire contre les tunnels qui avaient été bâtis par le Hamas ces 5 dernières années, qui ont pris beaucoup de temps. C'est une ressource importante pour le Hamas et sa branche militaire n'est pas prête à laisser l'armée israélienne opérer à sa guise, alors que pendant ce temps-là, le Hamas doit, lui, cesser ses tirs de roquettes. C'est ça, puisque ce que le Hamas exige, c'est le retrait total des soldats israéliens de la bande de Gaza, c'est-à-dire pas d'activité, pas non plus pour détruire les tunnels qu'ils ont construits pendant tant d'années. Alors le Hamas ne l'a pas encore tout à fait dit, mais c'est le djihad islamique qui, lui, a dit que tant qu'un seul soldat israélien se trouverait sur le sol de la bande de Gaza, eh bien, il n'y a aucune raison que les attaques contre le territoire israélien et les attaques contre les troupes israéliennes stationnées à l'intérieur de la bande de Gaza ne cessent. Et c'est pour cette raison que ces deux organisations, malgré les négociations qui sont en cours à Paris, comme on l'a vu hier, sont toujours dans cette logique de l'escalade presque assez irrationnelle au vu de ce qu'elles peuvent obtenir sur le plan diplomatique. Mais bon, les tirs ont donc repris et le Hamas et le djihad islamique pour l'instant ne montrent aucun signe d'affaiblissement. Ils veulent continuer cette lutte contre Israël. Voilà, Mathias Inbar qui nous disait il y a quelques instants, il était sur place à la frontière avec la bande de Gaza, que l'on demandait aux habitants du pourtour de la bande de Gaza de rester près des abris, à moins de 15 secondes des abris. On va reparler de ce plan du Hamas qui a été découvert donc par l'armée israélienne en interrogeant certains des terroristes emprisonnés, d'attaquer les kibboutz autour de la bande de Gaza le jour de Rosh Hashanah, le début de l'année, les fêtes juives, les célébrations juives qui auront lieu en septembre. Oui, c'est un véritable plan machiavélique en quelque sorte qui a été déjoué par l'armée israélienne à travers cette opération. Et en réalité, ce qui a été découvert, c'est que cette trentaine de tunnels mis à jour par l'armée israélienne et qui étaient reliés chacun à une localité ou à un point du territoire israélien, eh bien, devaient être utilisés massivement, simultanément par les hommes du Hamas en septembre à la période du Nouvel An juif de Rosh Hashanah pour mener des attaques d'infiltration à l'intérieur des kibboutz israéliens. Je vous rappelle que par exemple celui de Kissoufim qui est au centre de la bande de Gaza en lisière de l'enclave palestinienne, eh bien dans ce kibboutz un tunnel a été découvert et débouché sur le réfectoire de cette localité. On peut imaginer ce qui aurait pu se passer si le Hamas était parvenu à mettre ces menaces ou ce plan à exécution. Jeudi soir, Benyamin Netanyahou a informé ses ministres dans une réunion très confidentielle des intentions du Hamas qui ont donc été découvertes grâce à ces interrogatoires de membres arrêtés ces derniers jours, grâce à ce qui a été aussi découvert à l'intérieur de ces tunnels. Alors voilà, on voit la carte dont vous parliez il y a quelques instants avec ces kibbutzim et ces tunnels qui relient la bande de Gaza à l'intérieur du territoire gazaoui, à l'intérieur du territoire israélien. Oui, absolument. On voit bien des fois des tunnels d'une longueur de 3 km, dont l'un d'entre eux d'ailleurs était relié directement à cet hôpital de Wafa en plein cœur de Sajia, ce quartier palestinien ultra bondé, où vivent 120 000 habitants, qui est en bordure de Gazaville, qui est considéré d'ailleurs comme un fief du Hamas. Et cet hôpital de Wafa, l'armée israélienne l'a dit, c'était en réalité un quartier général du Hamas avec des postes de commandement, avec des positions de tir à la fois anti-tank contre les forces israéliennes au sol, avec des rampes de lancement de roquettes contre le territoire israélien, notamment ces roquettes de longue portée, et également, on le voit ici,
ces tunnels qui devaient servir à des infiltrations à l'intérieur du territoire israélien. Donc, Netanyahou a dit hier soir à ses ministres, ce qu'on a évité en découvrant ces tunnels, c'est une catastrophe de l'ampleur de la guerre de Kippour en 1973. Et on comprend bien là également avec cette carte qui s'affichait sur nos écrans, cette difficulté aussi sur le terrain de lutter contre cette faction du Hamas, puisque certaines embouchures de tunnels, vous nous le disiez, se cachent sous des maisons ou dans des hôpitaux ou des écoles. Concrètement, oui, Maxime, je vous en prie. Non, je vous laisse continuer. Concrètement, l'état des forces aujourd'hui du Hamas, il est affaibli ou pas? Alors l'armée israélienne dit que oui. On a entendu les propos de Sami Tourjman, qui est le chef du commandement sud de l'armée israélienne, qui gère les opérations dans la bande de Gaza. Il est évident qu'après 20 jours de frappes aériennes et d'actions terrestres, les capacités militaires du Hamas sont affaiblies. Il y a près de 330 terroristes qui ont été tués dans les opérations de l'armée israélienne. 90% des maisons appartenant aux chefs militaires du Hamas et du djihad islamique ont été détruites. Ça a un impact psychologique, évidemment, parce que ça touche aussi leur famille. L'ampleur, évidemment, des destructions à Gaza contribue également à affaiblir le moral du Hamas. Maintenant, côté israélien, on dit qu'il faut continuer parce que, évidemment, le Hamas a encore la possibilité de relever la tête. On l'a vu dès lors qu'Israël a relâché la pression autour de la bande de Gaza, notamment en cessant ses opérations hier soir et ce matin. Eh bien, les salves de roquettes ont repris par dizaines et par dizaines. Donc, pour beaucoup au sein de l'état-major, ce n'est pas encore le moment d'arrêter. Est-ce que l'armée israélienne est encore surprise et découvre encore certains tunnels ou certaines opérations précises qui étaient prévues par le Hamas? Écoutez, en gros, la plupart, la quasi-totalité des capacités militaires du Hamas étaient connues de l'armée israélienne, des renseignements militaires, y compris ces tunnels d'infiltration, même si ce plan dont on a parlé, qui était prévu pour les fêtes de septembre, correspond vraisemblablement à une faille en matière de renseignement. Il faudra d'ailleurs voir après la guerre s'il n'y aura pas une commission d'enquête similaire à Vinograd qui peut-être mettra au placard quelques généraux israéliens. Toujours est-il que non, la résistance qu'oppose le Hamas à cette avancée de l'armée israélienne au sol était attendue. L'armée israélienne s'y était entraînée, mais ça n'empêche pas. Le Hamas dispose d'armements sophistiqués comme ces missiles anti-chars Kornet de fabrication russe, extrêmement sophistiqués, capables de percer des blindages, comme ces missiles SA-7, des missiles anti-aériens arrivés tout droit des hangars abandonnés de l'armée de Kadhafi. Il y a une nouvelle filière de contrebande qui s'est ouverte après la chute du régime libyen, qui est arrivée jusqu'à la bande de Gaza. Il y a des quantités énormes, astronomiques d'explosifs, dont certains sont cachés à l'entrée de maisons, parfois habitées encore par des familles palestiniennes. Donc c'est un vaste piège qu'a dressé le Hamas sur la route de l'armée israélienne. Et cette offensive, si elle se poursuit sur le terrain, au sol, elle risque encore d'entraîner des pertes côté israélien. Merci Maxime pour ces précisions. Une réaction, Arié Avidor, à ce que Maxime disait il y a quelques instants, ce méga attentat prévu pour le Nouvel An juif, le mois de septembre. Est-ce que ça change la donne côté israélien et ça crée de nouveaux objectifs au gouvernement? Ça alimente surtout la polémique, parce qu'il y a déjà une polémique en Israël autour de la question des tunnels. Les tunnels n'étaient pas un objectif a priori lors du déclenchement de cette opération. Elle ne l'est devenue que dans le courant de l'opération, suite à la découverte de ces 30 ou 31 tunnels offensifs qui étaient tous dirigés, comme vous l'avez dit, vers un objectif en Israël et qui atteignaient cet objectif. La polémique porte et portera encore plus fort après que cette opération arrivera à terme autour de la question du renseignement, et pas seulement autour de la question du renseignement, surtout autour de la question du traitement de l'information apportée par le renseignement. Arié Avidor, je vais vous couper, on va reparler de cette polémique autour du renseignement. Obligation de se rendre sur le terrain, puisqu'à Beersheva, devant l'hôpital de Soroka, on rejoint Johanna Citruc. Johanna, vous êtes avec la maman d'un des soldats qui a été blessé, un soldat francophone qui est soigné en ce moment même à l'hôpital de Beersheva. Oui, je suis donc avec Nelly, qui est la maman d'un des soldats, un soldat pas francophone mais français, qui a été blessé lors de combats à Gaza. Alors Nelly, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de votre fils actuellement? L'état de Gabriel s'est beaucoup amélioré. Et maintenant, on s'en va à l'hôpital Tel HaShomer pour commencer la rééducation.
Et comment a-t-il été blessé? Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Sur le terrain, il a d'abord eu une trachéotomie. Sinon, on n'avait plus d'enfants. Et après, il a été transporté en hélicoptère à Soroka. Il a eu une opération du cerveau parce qu'il avait un hématome au cerveau. Il a eu un pneumothorax. Et de quelle façon avez-vous été prévenus? Nous avons été prévenus par l'ambassade d'Israël. Dimanche dernier, il était 10h30 du soir. Et ils nous ont dit que notre fils a été blessé. On a 5 minutes pour prendre un passeport et un sac à main. Et l'avion d'El Al nous attend pour venir ici. Et qu'est-ce que vous ressentez actuellement? Est-ce que vous êtes fier de lui? Est-ce que vous êtes triste, angoissé? Je vais vous dire ce que je ressens. D'abord, je suis fière. On a frôlé le pire. Mais je voudrais profiter que je suis ici avec vous pour remercier d'abord tout le peuple d'Israël, pour penser à tous les soldats qui sont en soins intensifs, tous les soldats qui malheureusement sont tombés, tout le personnel de cet hôpital et des gens qui nous ont aidés qu'on ne connaissait pas il y a 5 jours. Il y a Rachel, il y a Enat, il y a Daniel, il y a Michael, il y a Françoise, il y a des dizaines et des dizaines de... Mais tout c'est extraordinaire. Merci beaucoup Nelly. Donc 40 blessés environ à l'hôpital de Soroka ici à Beersheva, dont Gabriel, le fils de Nelly, qui va être transféré à l'hôpital de Tel Aviv, qui va mieux et qui va suivre une rééducation maintenant. Merci Johanna Citruc en direct de Beersheva, donc Gabriel et les 130 autres soldats israéliens qui sont soignés à travers le pays, à qui l'on souhaite un bon et prompt rétablissement. Réaction à présent Julien Bauer quant à cette union nationale et ces pertes de soldats qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont importantes à ce 10e jour d'opération et d'incursion terrestre. Je trouve un peu curieux qu'on fasse de grandes discussions pour savoir si le peuple d'Israël est uni ou ne l'est pas. Et puis on est un peu étonné que la majorité des gens soient avec le gouvernement. Lorsqu'on a affaire à un ennemi dont le but, on nous le dit maintenant, était une attaque massive à Rosh Hashanah, qui aurait fait des centaines de morts, sinon des milliers, avec des centaines, sinon des milliers d'otages qui auraient été transférés en sens inverse d'Israël vers Gaza. Allez vous étonner que la quasi-totalité des Israéliens supportent le gouvernement. Je ne vois pas très bien comment ils pourraient se comporter autrement. Et lorsqu'il y a un quart d'heure, 20 minutes, j'ai traité de zouaves les 2000 qui ont manifesté hier à Tel Aviv, je veux dire, dans quel monde ils vivent? Parce que si c'est ça qu'ils veulent, ben mon Dieu, qu'ils aillent à Gaza. Où ils pourront rejoindre les ambassadeurs et les diplomates des pays occidentaux qui nous disent que nous réagissons de façon disproportionnée. Il faudrait qu'on ait 1000 morts pour que ça compense? Mais ça n'a aucun sens. Ariel Vidor, votre réaction? Oui, je trouve que l'union nationale autour de Tsahal, de notre armée, ne doit pas justifier ce genre d'intolérance. L'intolérance pour les ennemis, je m'excuse, je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne vous ai pas interrompu, permettez-moi. Et il est légitime pour quiconque de manifester. Je suis totalement opposé aux arguments de ces gens-là, mais je suis tout à fait favorable à les laisser appliquer leur droit à manifester pour les idées qui sont les leurs. Et d'ailleurs, renvoyer ces gens-là à Gaza, vous savez, la gauche et l'extrême gauche israélienne, elle aussi, elle paye le tribut, elle paye le prix du sang. Ce que vous voyez tomber là parmi les 42 qui sont tombés aujourd'hui, vous avez un bon nombre de ces garçons qui sont originaires des kibboutz, qui ne sont pas de l'extrême droite précisément, mais qui, sans discuter, sans aucune arrière-pensée, le jour où ils ont reçu l'ordre, pour ceux qui sont dans l'active, ou le jour où ils ont reçu leur fiche de rappel, pour ceux qui sont dans les réserves, sont allés immédiatement sous l'uniforme. Et il y a une chose que, là, je demande à tout prix de respecter, c'est ce genre d'unité nationale. Et la gauche, comme le centre, et comme la droite,
joue pleinement aujourd'hui son rôle. Alors c'est quoi le message de la gauche, Aria Vidor? Hier, c'était voit pas que le message de la gauche, c'était le message de l'extrême gauche se sont réunis. Ce sont des gens qui sont... Je ne veux pas me faire leur avocat. Je vous ai dit que ce ne sont pas mes opinions. Mais ils ont le droit de penser que la solution à cette crise, là, aujourd'hui, c'est une solution négociée. Je ne sais pas avec qui, je ne sais pas avec quoi. Mais ils ont le droit de l'exprimer sans se faire tabasser par des voyous de l'extrême droite. Et comme ça s'est passé hier ou à Haïfa. Alors vous, justement, qui êtes un ancien diplomate, la voie de la diplomatie, elle est utilisée en ce moment. Est-ce qu'elle doit l'être, mais autrement? Vous parlez donc de la diplomatie, ça c'est un autre sujet. La diplomatie sous l'égide des Américains, elle essaye de jouer un rôle. Pour l'instant, c'est assez piteux. Je dirais ce que l'on a vu jusqu'à présent, c'est une très grande confusion. Je ne pense pas que la diplomatie américaine, notamment, sorte grandie de ce qu'on a vu vendredi soir au Caire ou même hier matin à Paris. Disons qu'il y a deux choses qui m'étonnent un petit peu dans ce qu'on vient d'entendre. D'abord, parler avec beaucoup d'émotion du droit de manifester pour et contre n'importe quoi. Je vous rappelle que dans la majorité des pays démocratiques, le droit de manifestation en période de guerre est plutôt limité. Alors je ne vois pas pourquoi on aurait le droit de traiter les soldats d'Israël d'assassins en disant non, c'est la liberté d'expression, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. Qui a traité les soldats Regardez un petit peu ce qui est passé à la télé, c'était écrit en grand, en hébreu, que je comprends quand même suffisamment pour comprendre ces mots-là. Moi, je vis ici, je vis dans ce pays depuis de nombreuses années. Deuxièmement, il y a une chose qui personnellement me choque énormément, de commencer à faire une distinction sur qui c'est qui paye le prix du sang. Est-ce que les soldats qui meurent sont de droite ou sont de gauche, sont religieux ou sont laïcs? Ce sont des citoyens israéliens qui sont morts pour défendre leur pays. Et je me moque éperdument de savoir pour qui ils ont voté aux dernières élections. Ça n'a rien à voir avec la question qui a été posée. Oui, mais vous avez commencé à parler oui, mais après tout, il faut voir que le prix du sang a été payé par les gens de gauche. Non, ça a été payé par toute la société israélienne. Donc, essayer de faire des divisions entre la droite et la gauche aujourd'hui, c'est vraiment faire le jeu de ceux qui veulent la peau d'Israël. Aria Vidor, il nous reste une minute avant de prendre une pause dans cette édition. Je vous propose d'avoir le mot de la fin. Oui. Concernant cette opération. Vous vivez dans ce pays, monsieur? Je ne vous connais pas. Non, ça fait plusieurs mois que je suis ici maintenant. Je vous félicite. Moi, je suis là depuis plus de 45 ans. C'est encore mieux. Oui, j'ai fait mon service militaire, j'ai fait plusieurs guerres. Il y avait dans mon régiment, dans ma section, dans ma compagnie, il y avait des gens de gauche et il y avait des gens de droite. À l'époque, il n'y avait pas d'orthodoxes, il y en a toujours très peu encore aujourd'hui. Pardon, et quand on parle... qui portent Fougot, il n'y en a pas? On va devoir rendre l'antenne. Merci en tout cas de vos prises de position et puis de ce débat très intéressant et qui reflète finalement le débat au sein de la population israélienne. Une petite pause de 2 minutes, on revient juste après. 11h30 depuis Tel Aviv, retour sur le plateau d'I24 News avec cette édition spéciale pour faire le point sur ce 20e jour d'opération bordure protectrice, 10e jour de l'incursion terrestre et puis ce cessez-le-feu humanitaire, cette trêve humanitaire unilatérale qui a donc été rompue plus tôt dans la matinée il y a 2 heures maintenant. Elle avait été officiellement rejetée par le Hamas tant que tous les soldats israéliens ne s'étaient pas retirés de l'enclave palestinienne dans la bande de Gaza. On parle à présent de plus d'1 millier de morts et quelques 6000 autres blessés. Bilan de ces 20 jours d'opération dans la bande de Gaza. Côté israélien, cette fois, 43 officiers et soldats sont morts au cours des combats. Plus de 130 autres sont soignés dans différents hôpitaux à travers le pays. 3 civils également israéliens victimes des tirs de roquettes. Et puis depuis ce matin, des roquettes qui s'abattent donc sur le sud du pays ainsi que dans le centre. Côté diplomatique, depuis Paris, Laurent Fabius a appelé à prolonger le cessez-le-feu humanitaire. Un appel lancé par plusieurs ministres des Affaires étrangères de pays européens. Le secrétaire d'État américain John Kerry ainsi que les chefs de la diplomatie du Qatar et de la Turquie réunis en France pour évoquer la situation à Gaza.
À Paris, toujours hier, une manifestation pro-palestinienne a réuni 5000 personnes en dépit de l'interdiction de se réunir faite par le Conseil d'État. Une croix gammée a été dessinée sur la statue qui trône au centre de la place de la République. Et puis hier en Israël, plus de 5000 sympathisants d'extrême gauche sont descendus dans les rues de Tel Aviv pour réclamer l'arrêt des combats dans la bande de Gaza. Les sympathisants de droite se sont également réunis, les 2 manifestations qui ont été dispersées dans un calme relatif. Voilà donc pour l'essentiel des titres de la matinée et de la nuit ici en Israël. Avec nous sur ce plateau nous a rejoint Myriam Danan. Bonjour, merci d'être avec nous Myriam ce matin. Alors on va prendre la direction de la bande de Gaza où l'on rejoint notre envoyé spécial sur place Mathias Inbar. Mathias, il y a une demi-heure maintenant, vous nous disiez que l'armée appelait les résidents du pourtour de la bande de Gaza à rester à 15 secondes des abris. Est-ce que c'est toujours le cas? Quelle est la situation? Effectivement, Nathalie, force est de constater que la plupart des missiles ou des obus de mortier s'abattent plutôt dans les habitations vers le centre de la bande de Gaza, en face exactement de Sajaya et Jebalia, dans le conseil régional d'Eshkol. 2 roquettes se sont abattues dans un parking causant des dégâts matériels, notamment sur des voitures. Et ici, au nord de la bande de Gaza également, une sirène qui a retenti. Bref, ici, c'est plutôt l'état de tension. On est très très loin encore, bien évidemment, de cessez-le-feu humanitaire unilatéral décidé par Israël, vous l'avez dit. Un cessez-le-feu qui n'a quasiment jamais été respecté par le Hamas, qui a lancé une pluie de roquettes sur le sud d'Israël. Et cette décision qui est tombée à 10h, heure locale israélienne, une décision prise par Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense, Moshe Ayalon, de demander à l'armée israélienne de reprendre les activités militaires contre les positions du Hamas dans la bande de Gaza. Alors cette reprise, Mathias, des activités militaires, est-ce que vous en savez plus? Qu'est-ce que vous entendez derrière vous, à quelques kilomètres, à quelques mètres même à l'intérieur de la bande de Gaza? Eh bien, il y a plusieurs plans au sein de l'état-major israélien, et ceux qui se dégagent, en tout cas ceux qui veulent absolument continuer cette opération, eh bien, nous expliquent qu'il y a un plan très concret, à savoir prendre le contrôle des villes et villages entourant la Gazaville, à savoir au nord Beit Laïa, Beit Hanoun, plus au centre, eh bien, les villes de Djbalia, Sajaya et notamment Dir el-Balar. Pourquoi? Parce que pour prendre le contrôle de ces villes qui entourent la Gazaville et donc empêcher les positions du Hamas de se réarmer et permettre dans un deuxième temps d'avoir un plan concret avec l'Égypte d'un cessez-le-feu. L'Égypte qui prendrait le contrôle du sud de la bande de Gaza, Khan Younes et Rafah, et l'armée israélienne le nord, de telle manière à empêcher le Hamas de pouvoir se réarmer et de recommencer un conflit d'ici 2-3 ans. Voilà quel est le plan de l'état-major israélien, donc prendre le contrôle des plus grandes villes et villages entourant Gazaville. Et on l'a vu, l'état-major qui était satisfait de la manière dont les combats se déroulaient à l'intérieur de cette ville de Sajaya, l'un des épicentres du Hamas, du commandement du Hamas, là où se trouvent la plupart des commandos du mouvement islamiste. Et voilà pourquoi l'armée israélienne estime que si elle a réussi à empêcher le Hamas de se développer dans cette ville de Sajaya, elle pourrait le faire dans des villages et des villes comme Jebalia, Beit Hanoun, Beit Laïa. Merci Mathias Inbar en direct donc de la frontière avec la bande de Gaza. On reviendra vers vous aux besoins et au cours des événements et des développements dans le cours de cette édition. Ari Avidor, une réaction à ce cessez-le-feu qui a été rompu et finalement un peu mort dans l'œuf. Est-ce que ça éloigne toute minute, chaque heure un petit peu plus cette perspective de cessez-le-feu? Écoutez, plus durable en tout cas. Il y avait une trêve humanitaire que le Hamas a rompu parce qu'il est arrivé à la conclusion qu'en définitive, elle jouait en faveur d'Israël. Ça permettait sous le parapluie du cessez-le-feu, ça nous permettait de poursuivre nos activités de destruction des tunnels en toute impunité selon eux. Oui. Alors voilà, ça c'est la résultante, je pense, directe de cette analyse un peu tardive du côté du Hamas. Si je peux me permettre de réagir à ce que votre correspondant vient de dire, moi je suis assez... voilà, qu'il y ait un plan de réoccupation de la bande de Gaza et entre Israël et les Égyptiens, ça me semble tout à fait improbable
que les Égyptiens réoccupent Rafah ou Khan Younes ou n'importe quelle partie de la bande de Gaza, ça me paraît tout à fait improbable. Les Égyptiens ne tireront pas les marrons du feu pour nous, hélas. Tout à l'heure, à cette même place, était assis Avi Pazner et on parlait d'une alliance de circonstances peut-être possible entre les Égyptiens et Israël. Les Égyptiens, qu'il faut quand même le souligner, demandent à Israël d'ouvrir leurs points de passage d'Israël à la bande de Gaza, mais les points de passage de l'Égypte à la bande de Gaza ne sont pas ouverts. Il y a une alliance objective, entre guillemets, mais elle n'ira pas jusqu'à une action militaire concertée. À mon avis, certainement pas. Oui, il y a pas d'alliance. Il y a des intérêts communs, bien entendu. C'est une détestation commune pour le Hamas et pour ce que le Hamas représente en Égypte, les frères musulmans. Et d'autre part, oui, il y a des intérêts communs, mais encore une fois, l'Égypte prend soin à chaque fois à tous ceux qui... On a songé, c'est pas la première fois qu'on songe à remettre cette pomme de terre chaude là entre les mains de l'Égypte. Jamais l'Égypte... Et souvenez-vous que même à l'époque, lorsque l'Égypte occupait la bande de Gaza, c'est-à-dire jusqu'en 1967, jamais l'Égypte n'a annexé la bande de Gaza. Absolument. Donc pas d'opération militaire conjointe, pas d'alliance de circonstances non plus. Alors des intérêts communs, il est certain. Comme M. Avidor le soulignait à l'instant, l'histoire est pleine d'enseignements en ce qui concerne cette bande de Gaza. Non, ni les Israéliens ni les Égyptiens ne veulent aujourd'hui. C'est pour cela que la réoccupation de cette étroite bande de territoire occupée par les Palestiniens aujourd'hui est peu probable, tant pour les Égyptiens que pour les Israéliens. Lorsqu'il y avait eu ce fameux accord de paix entre Israël et les Égyptiens et qu'on avait restitué le Sinaï aux Égyptiens, les Égyptiens n'avaient pas voulu de la bande de Gaza. Il n'y a absolument aucune contestation sur la propriété territoriale pour les Palestiniens de cette bande de Gaza. Ce qu'il faut par contre trouver comme solution, c'est la sécurisation de ces frontières. Et là, tant les Égyptiens que les Israéliens sont concernés. Et le blocus qui est aujourd'hui imposé à cette étroite bande côtière concerne les deux parties. Alors, quelle est la solution? solution? La coopération avec les Égyptiens, elle peut aller dans le sens, par exemple, d'un échange d'informations et de renseignements, non seulement sur ce qui se passe à Gaza, mais également dans le Sinaï, parce que vous savez que les bandes de terroristes salafistes, notamment dans le Sinaï, sont une menace aussi bien pour les Égyptiens que pour nous. Et elles sont poursuivies. Oui. Elles sont poursuivies par les Égyptiens, effectivement. Un mot également de l'axe Philadelphie, c'est cette fameuse frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, où là, il y a même une volonté d'implication de la communauté internationale. C'est ce qui est demandé tant par Israël que par les Égyptiens. Là, cette fois-ci, c'est la communauté internationale qui, une fois de plus, est très frileuse à s'impliquer sur cette frontière extrêmement fragile. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi dans quelques instants. Oui. Je voudrais faire le point sur les manifestations. Allez-y, alors, juste un mot. Moi, j'aimerais qu'on fasse la différence entre le court terme et le long terme en ce qui concerne cette solution. Hein. C'est important. On en reparlera dans quelques instants. Justement, on va faire le point sur les manifestations qui ont eu lieu hier, place de la République. Regardez, on en reparle juste après. Elle avait été interdite par le Conseil d'État en raison de risques de débordement et pourtant la manifestation pro-palestinienne a bien eu lieu hier à Paris. Ils étaient au moins 5000 à se réunir place de la République s'opposant à l'offensive israélienne à Gaza. Dans la bouche des organisateurs et de certains manifestants, les propos étaient plutôt pacifistes. On en appelle bien évidemment tous les manifestants au calme et on est là pour vraiment... c'est un mouvement pacifiste qui se veut pacifiste et non violent. On est pro-palestinien, mais on n'est pas anti-israélien. On est anti-colonisation. Israël a ses territoires, a ses frontières. Aujourd'hui, elle doit retourner à ses frontières et laisser vivre le peuple palestinien en toute autonomie. Les propos, certes, semblaient pacifistes, mais les actes qui ont suivi n'exprimaient pas les mêmes intentions. Peu après 17h, soit 2 heures après le début de ce rassemblement interdit, des petits groupes de manifestants s'en sont pris aux forces de l'ordre. Projectiles lancés, drapeaux israéliens brûlés, croix gammées dessinées sur la statue trônant au centre de la place. De violentes échauffourées ont eu lieu avec les forces de police. Celles-ci avaient été mobilisées en nombre. Environ 2000 policiers et gendarmes ripostaient au gaz lacrymogène. 70 personnes ont été interpellées. 37 d'entre elles ont ensuite été placées en garde à vue. Le calme serait revenu vers 19h30, heure à laquelle manifestants et casseurs auraient quitté la place de la République. Aryeh Avidor, un mot peut-être sur ces manifestations qui ont eu lieu hier à Paris. Oui, je suis un peu inquiet pour l'autorité de l'État français face à son impossibilité de faire respecter une décision, de rendre une manifestation déclarée illégale. Et c'est déjà 2 fois de suite.
Je pense que là, oui, il y a un débordement vraiment qui est de très mauvaise aloi. Alors on va voir comment cette opération est vue par le net. On va parler, Rudy, avec vous. Oui, je voulais ajouter qu'hier sur Twitter, on a lu beaucoup de tweets qui disaient que finalement, hier, on a assisté certains disaient à l'enterrement de l'autorité de l'État suite à cette énième interdiction bravée hier. Ouais, qui n'arrive pas à faire respecter ces interdictions. Et puis l'autre souci de ces manifestations à répétition, c'est que ce ne sont pas simplement des manifestations pro-palestiniennes qui ont lieu partout dans le monde et qui peuvent avoir lieu à juste titre en soutien d'une population qui vit en ce moment des moments extrêmement difficiles, mais que ces manifestations sont également l'objet de slogans anti-israéliens et antisémites extrêmement violents, et qu'il semble aujourd'hui que ce titre de manifestation pro-palestinienne ne reste qu'un titre et que les motivations, elles, doivent être beaucoup plus sévèrement condamnées par le gouvernement. Aria Vidor, un mot aussi sur cette résurgence du sentiment antisémite au cours de ces manifestations qu'on dit antisionistes. La frontière est très mince entre les deux. Oui, tout à fait, on le voit, oui. C'est pas la résurgence d'un vieil antisémitisme, c'est l'émergence d'un nouvel antisémitisme qui est profondément ancré dans... Caché sous le nom d'antisionisme ? Oui, parmi les populations dont il est question, il ne faut pas se leurrer ici. Hein, ce sont les populations des cités. Même s'il a la couverture politique que lui accorde l'extrême gauche est également inquiétante. Comment on l'explique, ce sentiment ? Comment expliquer ce sentiment à l'intérieur de la population française, pour ne parler que de la France, hein, parce qu'on a vu de tels événements partout dans le monde, aux États-Unis aussi. Ça, c'est l'influence des prêcheurs, des éducateurs, de tous ceux qui ont la maîtrise des jeunes de cette population. Et l'influence également peut-être d'une mauvaise visibilité de ce conflit. Et là, il faut peut-être souligner le rôle des médias, plusieurs médias qui ont une vision extrêmement étriquée de la situation et qui accordent une énorme couverture à une certaine partie plutôt qu'une autre, et qui du coup peut-être définit mal ce qui est à la source aujourd'hui de ce conflit et désigne mal les principaux responsables. Alors on va reparler dans quelques instants, je vous en prie. D'ailleurs sur Internet, il y a une étude qui est sortie en 2011 du Monde diplomatique qui circule sur énormément de pages Facebook, où on a demandé à des jeunes étudiants en histoire-géographie en deuxième année à l'université de Montpellier de leur dessiner la bande de Gaza, de mettre tous les éléments du conflit sur une carte, et les résultats sont assez spectaculaires, voire très drôles, et ça montre la méconnaissance et aussi la complexité de ce conflit. La méconnaissance d'un conflit dont tout le monde parle, mais finalement très peu connaissent les vrais instigateurs et les vrais partis en présence. Alors Rudy, on va parler de cette manifestation, cette fois qui a eu lieu à Tel Aviv. Hier soir, plus de 5000 personnes, partisans de l'extrême gauche et de la gauche israélienne, qui se sont réunis, et les internautes qui ont réagi. Oui, alors c'était donc une manifestation de gauche, d'extrême gauche, pour demander la fin de l'opération Bordure Protectrice. Et sur Internet, ce sont beaucoup les partisans de la cause palestinienne qui ont relayé cette mobilisation. Regardez d'ailleurs ce tweet qui est parti de Gaza, où la mobilisation a été interprétée comme un camouflet au, je cite, faux soutien dont bénéficie Netanyahou dans l'opinion publique israélienne, avec une image forte à retenir. Alors non, là c'est complètement autre chose. Alors là on peut en parler, mais on va en parler. On va en parler dans quelques instants. On va en parler dans quelques instants. Voilà, on revient à la manifestation et avec ce mot slicha qui a été écrit avec des bougies. En hébreu, cela veut dire pardon, écrit au sol avec les visages de Gazaouis victimes de bombardements lors de cette opération. Une manifestation qui a été perturbée par des manifestants d'extrême droite, et avec ce tweet du chef de la police israélienne, Miki Rosenfeld, qui parle de 3 arrestations. Alors malgré ces heurts qui sont quand même minimes, ces images contrastées avec ce qui se passait à Paris, et beaucoup d'internautes ont fait le parallèle entre la manifestation parisienne interdite et agitée et la manifestation de Tel Aviv. Alors beaucoup d'internautes remarquent que les manifs de Gaza se passent mieux qu'à Tel Aviv. Vous allez voir le tweet, et puis des images, comme vous pouvez le voir, ont beaucoup circulé sur Internet, des images de violences urbaines, voilà, et le tout sous les yeux. Alors voilà, là on revoit le tweet, les manifs de Gaza se passent mieux qu'à Paris, quand même. On voit des images de violence sous les yeux des touristes qui, évidemment, sont très présents en ce moment à Paris, qui regardaient cette manifestation place de la République, avec donc ce titre de cette tweeto: ce que retiendront les touristes, c'est que cette manif n'a aucun sens. C'est le tweet de Sylvie Hack, et puis cette conclusion pleine d'ironie: il devrait bientôt avoir des manifs à Tel Aviv et à Gaza pour exiger un cessez-le-feu du côté de
Paris. Et voilà, quand on voit les choses avec ironie, ça fait toujours sourire et ça fait du bien un petit peu dans cette période. On va s'intéresser à présent, Rudy, à une image qui a fait le tour du monde et pour cause. Oui, alors c'est une image de manifestation, elle date de la semaine dernière, elle est l'œuvre du photographe Laurent Troudet qui travaille pour Libération, elle a été publiée lundi dernier. Voilà l'image originale, on y voit un trentenaire, très propre sur lui, prendre part aux émeutes et jeter un projectile sur les forces de l'ordre, quasiment après sa journée de travail. L'image a fait le tour du web et ensuite de la presse internationale. Beaucoup parlent d'un style à la française. Alors évidemment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu dans cette chronique un flot de parodies. Alors je vous en montre deux très Frenchy qui viennent des quatre coins du monde. Le fameux béret. Et voilà, le nouveau protestataire Frenchy. Voilà, et on voit aussi le mime Marceau. Voilà. Alors on va revenir juste au dernier développement. C'est les tweets qu'on avait en début de chronique. Ce sont les tweets de Tsahal qui, ce matin, alors Tsahal sur la communication continue à communiquer sur les découvertes de tunnels. Et le dernier tweet de Tsahal qui date d'il y a à peine une heure nous dit que suite au tir de roquettes, les opérations vont continuer dans la bande de Gaza. Et quand ça l'annonce sur Twitter, c'est une déclaration quasi officielle. Un mot justement, merci Rudy, un mot Ari Avidor sur cette communication de Tsahal. Elle a évolué au fur et à mesure des années, puis notamment depuis la dernière guerre du Liban. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui l'armée israélienne communique mieux ? Oui, certainement. Elle a décidé déjà depuis longtemps, vous l'avez dit, de faire usage des moyens de communication modernes, des réseaux sociaux. Et je pense qu'elle le fait assez bien, dans plusieurs langues. En anglais, c'est parfait. En français, c'est pas mal non plus. Et ce sont précisément les publics cibles qu'il faut atteindre. Et en arabe aussi. Et en arabe, bien entendu, oui. Ouais, et puis si on devait s'attacher à l'expression de l'opinion publique israélienne de ces dernières semaines, depuis le lancement de cette opération, et le véritable message de cette manifestation d'hier, c'est qu'il y a sur le cœur des Israéliens le véritable poids des différentes pertes, et côté israélien et côté palestinien. C'est un vrai cas de conscience aujourd'hui, et c'est là qu'on voit apparaître les dissensions. C'est pas tellement sur le lancement de cette opération et son maintien actuel, parce qu'il y a là le droit souverain d'un pays à se défendre contre des attaques, mais plutôt jusqu'où ces attaques doivent aller, parce qu'il y a une vraie conscience en Israël de ces morts civiles palestiniens qui sont le fait du Hamas effectivement, mais que les Israéliens auxquels les Israéliens aimeraient également mettre un frein. Ce sera ça, Ari Avidor, le point de rupture au sein de la société israélienne, ces images qui nous parviennent de Gaza. C'est-à-dire ces images dont parlait Myriam Danan il y a quelques instants, qui représentent pour les Israéliens, notamment ceux qui ont manifesté hier à Tel Aviv, un vrai point de dissension avec la politique menée par le gouvernement. Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, c'était dans l'émission précédente, je n'attache pas trop de poids à cette manifestation d'hier. Ces gens-là ont le droit de manifester. Je pense qu'ils sont très marginaux. Et c'est autour de Shalom Arshav qui est vraiment en marge et qui essaye peut-être de revenir un peu plus sur nos écrans. Mais en tout cas, ils ne sont vraiment pas représentatifs. Et la gauche, le centre-gauche, le centre et la droite sont aujourd'hui tous unis dans cette union nationale derrière Tsahal. Et dans cette guerre, il faut appeler un chat un chat. Un mot à présent, Myriam, sur ce blanc-seing, cette carte blanche qui avait été donnée au début de l'opération à Benyamin Netanyahou pour mettre en sécurité ces Israéliens. Est-ce qu'on a le sentiment que ça s'étiole au fur et à mesure de ces images, notamment qu'on voit de Gaza? Alors il y a toujours un soutien très clair de la communauté internationale au droit d'Israël à se défendre et à défendre ses civils. Et d'autant plus qu'on voit la bonne volonté d'Israël à maintenir, à renouveler des trêves humanitaires, parce que justement, il ne doit pas y avoir confusion dans des objectifs, on le parlait tout à l'heure, qui sont dynamiques du point de vue des Israéliens au fur et à mesure de l'évolution de la réalisation des objectifs des menaces terroristes que représente aujourd'hui le Hamas, qu'il s'agisse des tunnels ou bien alors des roquettes au sein de la bande de Gaza. Il y a eu cette déclaration également très étonnante il y a quelques jours de l'Union européenne pour un appel à la démilitarisation du Hamas. Il n'en est pas moins aujourd'hui qu'il y a des efforts accrus pour un cessez-le-feu. La question, c'est si ces efforts viennent du bon acteur. Cette réunion des ministères des Affaires étrangères à Paris hier était impressionnante. Une belle photo de famille avec John Kerry, Laurent Fabius, mais également la Turquie. Reste à savoir quel sera son impact, parce que le vrai acteur diplomatique pour un cessez-le-feu aujourd'hui, c'est l'Égypte. Et les parties concernées, c'est Israël et les Palestiniens. Et aucun d'entre eux n'était sur place. Ces parties-là qui n'étaient pas présentes hier à Paris. Et c'est ce qui rendait cette photo un peu surréaliste également. Alors vous aviez c'était censé être les États impliqués. Et donc, vous l'avez dit, oui, les trois principaux acteurs, Israël,
l'autorité palestinienne, parce que c'est avec elle qu'on parle, et l'Égypte, oui, n'étaient pas là. Mais d'autre part, vous aviez la Turquie et le Qatar, qui représentaient à double titre le Hamas lors de cette rencontre. Et je pense que aussi bien cette rencontre d'hier à Paris que toute l'activité du secrétaire d'État John Kerry depuis la semaine dernière, particulièrement cette conférence de presse mémorable de vendredi soir au Caire, ça laisse une impression de très grande confusion, d'un manque total de connaissance des faits et sur le terrain. Et ça n'ajoute rien, malheureusement, au poids de la diplomatie américaine dans la région. Et puis c'est jeu politique aussi, hein. Chacun qui veut reprendre la suprématie sur l'autre. Est-ce que c'est pas ça qui, finalement, va torpiller aussi cette volonté d'arriver à un cessez-le-feu? Tout à fait. Nous avions un partenaire qui était tout à fait, qui nous convenait à nous et qui était agréé même du côté du Hamas. Non pas qu'il soit amoureux des Égyptiens, mais parce que l'Égypte est un acteur incontournable. Et c'est dans ce cadre qu'on voulait agir. Aujourd'hui, on se retrouve... Alors, parce que... Je ne dis pas les États-Unis, même d'une manière générale. Vous savez, aujourd'hui, on traite dans la presse énormément de la personnalité de John Kerry lui-même dans cette affaire, qui s'est avéré tout à fait inconsistant. Mais alors, inconsistant. Et l'anti-Kissinger. Mais alors, vraiment, oui. Et promettre à telle partie une chose et promettre le contraire à l'autre. Promettre à Israël que toute trêve d'une semaine qu'il voulait, un cessez-le-feu humanitaire d'une semaine qu'il voulait négocier, serait accompagné, permettrait à Israël de continuer à détruire les tunnels offensifs. Toutefois, qui n'est pas une révélation, mais qui est bien une confirmation de l'action de John Kerry au cours de ces dernières années au Proche-Orient et qui nous pousse à croire aujourd'hui que si les États-Unis s'impliquent dans la situation actuelle, c'est davantage par obligation que par volonté ou possibilité d'obtenir de vrais résultats. Alors, est-ce qu'ils ont un jeu, les États-Unis, à jouer dans ce conflit, encore une fois? Moi, je pense que, d'une manière générale, les États-Unis ont toujours été et restent, je dirais, l'acteur incontournable, lui aussi, de toute solution dans la région, vis-à-vis de quiconque. Le gendarme du monde. Appelez-le comme vous voulez, oui, mais c'est le seul qui ait des liens très développés avec tous les acteurs et qui est une influence. Mais pour parler de cette administration spécifique, je dirais l'administration Obama, je dirais que le président Obama, on le voit aujourd'hui se démarquer de son secrétaire d'État jusqu'à vraiment faire acte de non-présence sur cette question. Sans doute pour éviter aussi d'assumer le nouvel échec que va considérer cette initiative. Oui, c'est Kerry qui sera totalement responsable de cet échec. Alors, quid de l'Europe à présent, hein, une proposition sans précédent, hein, cette proposition de démilitarisation du Hamas, est-ce que selon vous c'est réaliste? C'est réaliste pour le très long terme. Hein. C'est la solution envisagée par beaucoup, même ici en Israël. C'est une démilitarisation de la bande de Gaza, mais qui sous-entend d'abord une neutralisation du Hamas, ensuite un investissement énorme, de la part peut-être de certains des protagonistes qui en ont la volonté et les moyens, comme le Qatar. On parle d'un investissement de 30, 40 milliards, 50 milliards de dollars sur 10 ou 15 ans, pour changer la donne ici dans la région et faire ce que le processus de paix à l'époque d'Oslo voulait faire, c'est-à-dire de transformer Gaza en une sorte de Singapour. Oui, et puis là, c'est un petit peu l'utopie de la communauté internationale sur l'avenir de Gaza, même si on espère que ça se réalisera. Mais en tout cas, ce qu'il faut souligner dans cette déclaration de l'Union européenne concernant une démilitarisation possible de la bande de Gaza, même si là aussi c'était évidemment un objectif
au long terme, c'est une volonté certainement louable et puis surtout une redéfinition des acteurs auxquels il faut parler aujourd'hui, parce que c'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il faut parler au Hamas? Est-ce qu'il faut parler au Mahmoud Abbas? À quel acteur est-ce qu'on va donner du poids et de l'importance politique? Et c'est également le dilemme de John Kerry. Et le problème, c'est que Israéliens et Palestiniens ont été extrêmement déçus de cette réunion diplomatique d'hier à Paris, parce que par le biais du Qatar et de la Turquie, le Hamas a d'une certaine façon été représenté. Mahmoud Abbas, lui, n'a pas été convié, et la communauté internationale va peut-être dans le mur aujourd'hui en se dirigeant vers le Hamas comme acteur et dialogue potentiel. La communauté internationale qui va devoir peut-être changer de façon de faire. Quelles pourraient être, selon vous, les grandes lignes d'un accord qui satisferait les deux parties? Écoutez, il faudrait d'abord, au terme de cette guerre, c'en est une, il faudrait une résolution du Conseil de sécurité, c'est-à-dire l'accord des 5 grands, et autour d'une telle solution. Et il faudrait ensuite recueillir les pays donateurs, j'ai parlé tout à l'heure du Qatar et d'autres, et également que cette résolution des Nations Unies mette sur pied une force qui soit suffisamment importante pour précisément garantir la démilitarisation et superviser sur place. Tout ça, c'est pas pour demain matin. Honneur aux dames, Myriam, on va vous laisser le mot de la fin pour cette Alors édition. justement, pour poursuivre sur ce que disait à l'instant Harry Avidor, on ne peut que souligner l'inconsistance et le manque d'efficacité de l'ONU au cours de différents conflits dans le monde, et on peut donc garder que peu d'espoir sur le poids que pourrait avoir l'ONU, même s'il garde un rôle louable et indispensable de médiateur et de dialogue de paix. Mais une paix et un cessez-le-feu, pour cela il faut que les deux acteurs y soient intéressés, et le Hamas l'a montré encore ce matin avec cette trêve humanitaire qui n'a pas été respectée. Il n'est pas prêt à arrêter le combat contre Israël. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci à vous, messieurs, madame, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Restez sur i24 News. L'information continue sur notre site internet également, i24news.tv. Je vous souhaite une excellente journée.